Bonjour à tous et bienvenue sur ce Izu DW podcast en direct de la Longwy Game Show avec JQQ, JWQ, JQ Square et Chaz. Et on a un invité très spécial aujourd'hui, Jérémy. Salut. Qui est journaliste. Oui, tout à fait. Voilà. Maintenant que Joe n'est pas là. oui, voilà. Chez Millennium. Tout à fait. Alors, est-ce que je peux être un petit peu pointilleux? Oui, vas-y. Sur la terminologie. Donc, du coup, ça a été Millennium pendant une quinzaine d'années. Et là, on est devenu, donc c'est toujours millennium.org pour l'URL du site, mais on a changé de logo, on a rebrand de tout ça et on s'appelle MGG maintenant. Donc ça correspond à millennium.gg. D'accord. Mais ça reste Millennium, ça reste. C'est les mêmes équipes. Voilà, c'est la même équipe, mais c'est concrètement c'est pour changer par rapport à l'aspect marketing. Le point GG souvent est mieux vu dans le milieu du gaming pour vendre un site, pour vendre une URL et tout ça. Je sais pas si je parle assez bien dans le. Oui, c'est bon. Okay. Et GG, c'est good game quoi. Donc, ouais, voilà, c'est ça. On a il y a certains de nos concurrents sur Valorant qui s'appellent mandatory.gg. Il y a les smash.gg et tout ça, c'est des sites très connus. Et effectivement, le .org, dans une optique marketing, ça faisait pas nécessairement ouf. Donc c'est un virage qui a été pris en septembre dernier. Donc non, mais je crois que on va fêter notre anniversaire du rebrand le 5 octobre, donc dans 3 jours. Et c'est la première année? La première année du rebrand, ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Et on a rebrand, on a changé enfin voilà, il y a eu des complications techniques après, mais ça c'est une autre histoire. Ouais. Mais du coup, c'est millennium.gg maintenant. Ouais, c'est ça. Et abrégé MGG. C'est ça, tout à fait. Ok. Et ça fait combien de temps que tu es chez Millennium? Alors on parle de toute l'histoire, Ah, moi je veux le début du commencement. D'accord. Alors en tout, ça va faire 5 ans bientôt, pareil, jour pour jour. Et j'ai commencé bénévole, comme dans un peu toutes les rédacs jeux vidéo de manière générale, où on commence très souvent bénévole. Et au fur et à mesure, on gravit ou pas les échelons selon l'intérêt qu'on a pour les jeux. Et du coup, moi j'ai commencé bénévole en fait. On fait vraiment toute l'histoire, on est d'accord? Toute l'histoire, moi je veux tout savoir. Alors j'ai toujours été, je vais pas commencer à ma naissance, mais j'ai toujours été fan de jeux vidéo de manière générale. Sauf que j'avais des boulots normaux entre guillemets. Oui. J'étais manager avant en distribution et tout ça. Et il y a un jour où ça m'a vraiment T'as eu un déclic? J'ai eu un déclic en fait quand je sais pas si vous suivez Hearththone ou pas du tout, si vous connaissez un peu. Le jeu de cartes? Ouais. Et en fait moi j'ai toujours été très orienté sur les jeux de Blizzard. J'ai vu Warcraft 1, j'ai vu Diablo 1 et tout ça, donc j'ai été baigné là-dedans. Et en fait en novembre 2016, il y avait Millennium du coup qui était à la BlizzCon. Et donc il y avait le joueur Millennium justement, donc Pavel, qui est donc un russe qui était chez nous, qui est devenu champion du monde Hearthstone en fait. Et à l'époque là, il y avait encore la TV Twitch, les TV Twitch Millennium sur les différents jeux. Et donc c'est un titre de champion du monde, ce qui est pas rien. Ouais. Et en fait, à la fin de la BlizzCon, c'était Torg à l'époque et Marmot, je crois, qui commentaient la finale et qui rendent le stream et qui disent, et donc il y avait un écran de transition et c'était la rédac Millennium cherche des gens. D'accord. Envoyer un courrier si vous êtes intéressé et tout ça. Et moi je jouais à Hearthstone depuis de la bêta, donc 2013, parce que j'ai toujours été j'ai joué à Magic avant et Hearthstone ça paraissait le compromis entre Magic et Warcraft en fait. Et du coup j'ai postulé un peu par hasard et on s'amuse des fois à y repenser avec celui qui est devenu qui est toujours mon binôme, qui est mon rédac chef, qui est un pote en fait maintenant, et qui à l'époque était chef du portail Hearthstone, et qui m'a recruté en fait à la suite parce que donc je lui ai écrit une belle lettre de motif parce que j'écris correctement, voilà. Ouais. Déjà, ça la fout mal. Voilà, j'écris correctement. T'as relu combien de fois? Non, mais sans me lancer de fleurs, sans me lancer trop de fleurs, j'ai la chance d'avoir été très bien éduqué par mes parents, d'avoir beaucoup lu et tout. Et je fais jamais de fautes, à part après les tournures, on en discute, mais je fais très rarement de fautes. À l'écrit en tout cas. Ouais. Ça veut dire que j'en fais à l'oral, c'est pas cool. Non, mais je sais pas, au moins à l'écrit. Parce qu'à l'oral, avec le langage courant, on peut s'appuyer. Oui, bien sûr. Les anglicismes, les tournures. L'anglicisme, oui. Voilà. Mais non, à l'écrit, je suis en théorie quasiment irréprochable. Et donc forcément, ça a aidé aussi. Et donc j'ai été, je lui ai écrit un article sur le résumé de la finale, par exemple, comment moi je l'avais vu, ressenti et tout ça. Joint à ton CV, tu avais déjà montré un exemple de ce que tu savais faire. Alors je sais plus si c'est lui qui me l'a demandé. Oui. Genre pour montrer un peu patte blanche, genre qu'est-ce que tu veux et tout ça, ce qui est normal. Et du coup, j'ai été recruté en tant que bénévole, ça veut
tout et rien dire, mais j'ai été ajouté à un Discord. C'était peut-être même encore Skype à l'époque. Ah oui, Discord d'accord, c'était longtemps. Très vite fait. Et du coup, où c'était, il y avait pas encore vraiment de réunion de rédac parce qu'il y avait pas tant de monde que ça qui bossait sur Hearthstone. C'est peut-être quoi, 5, 6, 7, 8. Mais à chacun écrire un petit truc à l'occasion, des fois un contenu par semaine ou 2 ou 3 selon le temps qu'on avait. Et moi, au moment-là, j'étais commercial encore pour la partie alimentaire, on va dire. Oui. Et donc j'avais le temps les soirs. En grande distri, non, j'avais claqué la porte de la grande distrib genre déjà. 2 ans avant. Ouais. C'est je sais pas si vous y avez déjà travaillé, mais c'est un monde qui est compliqué. C'est un monde à part. Et, et même si on est bien placé, il y a toujours un gars au-dessus qui est là pour... Non, je vais pas donner je vais pas dire des gros mots. Mais voilà, pour nous casser la tête. Et du coup, non, là, j'étais commercial parce que voilà, il fallait bien manger. Et j'avais beaucoup le temps à côté. Et honnêtement, je m'investissais pas autant que j'aurais dû dans mon métier de commercial. Parce que j'ai commencé à avoir cette activité-là. Et au fur et à mesure, donc j'étais bénévole, mais j'écrivais plus que les autres, je m'intéressais plus et tout ça, parce que le jeu, j'adorais Hearthstone, et j'adore toujours Hearthstone. Et au fur et à mesure, c'est moi qui ai été voir donc mon référent, on va dire. Et je lui ai dit, écoute, parce qu'en fait, on savait qu'il y avait une espèce d'enveloppe pour les freelances à l'année, et je ne connaissais pas le montant, mais je lui ai dit, écoute, moi j'ai du temps, est-ce qu'il y a moyen, si j'écris un peu plus, par exemple, si je m'investis un peu plus, de gratter, je dis n'importe quoi, 100 balles par mois pour écrire des trucs, quoi. Et là, ça commence vraiment le truc passion. Alors, il y a un peu d'argent au bout, forcément. Oui. Mais on fait ça. On sait très bien que c'est genre un article, un dossier, par exemple, de quelqu'un qui est connu et machin et tout dans un journal. Ça va peut-être coûter 300, 400 balles. Là, c'était plusieurs dizaines d'articles pour 100 €, quoi. C'était vraiment histoire de mettre une petite récompense. Pas qu'on de se dire quand même qu'on se professionnalise et sentir une avancée. Ouais, voilà, en plus, oui, c'est ça. Et après, moi, de tempérament, je suis effectivement quelqu'un qui a... Je dis pas que c'est toujours calculé, mais je fais jamais quelque chose sans croire que je peux évoluer dans ce milieu et tout ça. Ah, ok. À part pour la partie alimentaire, justement. Mais, et du coup, donc ça s'est bien passé, il m'a donné un peu de responsabilité. Et au fur et à mesure, je suis devenu son adjoint sur le portail là. Et en fait, le portail là, alors à l'époque, donc on était, on va dire peut-être en 2017-2018, générait énormément de vues concrètement, parce que Hearthstone, en fait, il y a eu les phases en fait où les gens ne pouvaient pas juste prendre le code en fait sur Twitter. Par exemple, maintenant les joueurs pros mettent le code de leur deck sur Twitter. Les joueurs récupèrent le code parce que c'est un deck qui marche bien et le mettent dans le jeu et est terminé en fait. Moi, j'étais encore là au moment où nous on donnait des guides aux joueurs. On leur disait voilà. Telle aventure, telle carte, enfin telle aventure il faut la jouer comme ça, tel plan de jeu, voilà, tel deck il faut le jouer comme ça, il faut avoir telle carte, tout ça pour le composer. Et on faisait vraiment énormément de vues. Là concrètement les vues d'Hearthstone maintenant, vu le système du jeu, ça a été quasiment divisé par 10. Ah oui, d'accord. Okay. C'est vraiment malheureusement devenu un jeu mineur en tout cas au niveau des vues sur un site. T'es arrivé à l'âge d'or de Hearthstone. Ouais, c'est ça, carrément. Et c'est là-dessus, j'ai eu effectivement de la chance. Je serais arrivé maintenant, ou alors j'aurais dû, entre guillemets, percer sur un autre jeu, quoi. Et les autres jeux, c'est pas spécialement... Enfin, il y en a qui m'intéressent, mais pas autant que ça, en tout cas. Et du coup, donc au fur et à mesure, au début, j'ai pris, on va dire, 100 € par exemple. Et au fur et à mesure, je sais pas, peut-être l'année d'après, je me suis dit, je vais arrêter mon job. Et j'ai réussi à avoir une rupture conventionnelle. Ah bien. Voilà. Donc, c'était un peu enfin, j'aime pas dire ça parce que c'est un peu profiter du système, mais c'était de toute façon un boulot qui me plaisait pas. Et c'était après pour faire ça à moyen voire long terme. Et au final, ça s'est fait. Et donc je suis passé en auto-entrepreneur. Et du coup, pour pouvoir prétendre à une paye un peu plus conséquente, une part de l'enveloppe un peu plus conséquente. Sauf que du coup, j'avais plus d'attributions, on va dire. Je devais des fois animer des petites réunions, des fois rester veillé le soir pour les présentations de cartes ou la BlizzCon ou des choses comme ça. Comment s'est passée cette aventure c'est juste, je m'arrête à ce point-là, parce que c'est souvent ce qui fait blocus pour la plupart des autres personnes. C'est le premier frein. Parce que quand on passe auto-entrepreneur, il y a d'abord le frein administratif. Parce qu'il y en a qui ont carrément une phobie de l'administratif. Je rappelle qu'à dire phobie, j'irais dire flemme. Mais je vois l'idée, Parce que ça rappelle un épisode d'Astérix, je sais pas si... Avec le formulaire exact, E111, voilà. Ou un truc comme ça. Je sais plus le principe la maison des fous, d'aller à gauche, à droite, repartir à l'autre bureau, à l'autre étage. En fait, effectivement, ça peut faire un peu peur. Après, j'avais pas 15 000 portes de sortie, en fait. Donc...
Et c'était, je me suis dit, bah, c'est une chance. C'est une chance en fait. C'est un milieu qui déjà, m'intéresse t'as vraiment. déjà, on va dire, Un objectif. Oui, et t'as déjà la rémunération qui rentre. Parce Ouais, que voilà, c'est ça. la vente est déjà faite, on va dire. Oui, c'est ça. C'était juste, passe en auto-entrepreneur et il y a plus de sous qui vont rentrer. Ouais. Donc, Yes. j'avais pas besoin de chercher des clients et compagnie. Donc après, effectivement, c'est pas marrant parce qu'il faut. Maintenant, c'est un peu plus simple parce que quand je vois certains de nos freelances qui lancent leur auto-entreprise, il y a vraiment plus qu'un formulaire à remplir. On va dire à mon époque, mais c'est pas si longtemps. Il y avait effectivement 2-3 formulaires à remplir qui des fois sont un peu rebutants. Surtout qu'après, il faut bien les déclarer à l'URSSAF. Et c'est là. Ouais. Puis le RSI, c'était papier, déclaration papier. Oui, pas c'était tous les 3 papier. mois ou 4 mois, un truc comme ça. C'est ça. Et du coup, et après, il faut payer le CFE aussi à la fin de l'année. Machin. Alors que là, il y a un site, tu viens, tu. C'est ça. Ok. Non, c'était effectivement pas marrant. Et après, il faut faire la demande d'ACRE aussi. Exact. Et parce que c'est pareil, sans l'ACRE, je dis pas qu'il y a zéro intérêt à passer en freelance, mais Les débuts seront durs. les débuts, c'est vraiment là. Disons que les 20, je crois que c'est 20% de gagné, c'est quand même loin d'être négligeable, quoi. Et donc du coup, ça s'est bien goupillé. Et pendant un an, donc j'étais sur Metz au moment-là. Et sur Metz, donc moi je faisais mon job, j'allais au sport le soir, enfin j'avais mes horaires que je faisais comme je voulais. Et après donc mon pote donc qui était mon chef, enfin mon supérieur à l'époque sur Hearthstone, lui a été recruté donc chez Millennium. Lui était aussi plus ou moins en freelance au moment-là, mais il a été recruté par Millennium de manière officielle. En dur, là, ouais. il est passé en CDI. Et en fait, moi, il m'a dit, écoute, est-ce que ça te dit de prendre ma place de chef de portail Hearthstone en fait. D'accord. Et cette évolution, tu l'as eu en combien de temps? En tout, je sais pas, peut-être sur 1 an et demi, un truc comme ça. Ah ouais, t'es allé vite, hein. Oui, ça a été assez vite. Et justement, à l'époque, j'avais fait, c'était à l'ESWC Metz, donc 2018, je crois. Peut-être d'ici 2018. J'avais fait ma première interview pour le Répu, où c'était titré Jérémy, chef de portail Hearthstone, et c'était du coup un de tes collègues. Ouais. Ou une de tes collègues d'ailleurs, je sais plus comment elle s'appelle, Uh-huh. qui m'avait fait une interview. Il y avait aussi quelqu'un de chez Helios Gaming et tout ça que je connaissais de l'époque. Et c'était genre j'avais l'impression d'être un ovni. Genre tu arrives à vivre de la rédaction gaming en fait. Et en vrai, effectivement, on se rend compte avec le temps que c'est pas. Il y a John effectivement, mais on n'est pas des masses en France. Quoi. Il y a beaucoup de rédac où c'est du stagiaire, du freelance, du bénévole. Et donc c'est vraiment un statut assez rare. Et donc oui, ça s'est fait en un an avec des brouettes. Et donc là, mon pote me dit, écoute, si tu veux avoir... Lui bossait à Webedia, donc Millennium est à Webedia, donc à Levallois. Et il me dit, si tu veux au cas où espérer plus ou mieux, il faudrait que tu viennes t'installer à Paris pour pouvoir... pour qu'on te voie dans les bureaux. Parce que c'est comme ça que ça marche en fait. Exact. Peut-être pas partout, mais après moi j'avais pas d'expérience du tout du monde là parce que je venais du management, donc c'était très carré, très cartésien et tout ça. Et là c'était écoute, il faudrait que tu viennes là. Et honnêtement, j'avais pas grand chose qui me retenait à Metz. C'était vraiment le bon moment en fait. D'accord. Et je me suis dit, alors, oui, je te pose la question, hein. C'était quel âge à peu près que tu avais? C'est il y a là j'ai 37 ans. C'est 37. Ouais, normalement on dirait pas. Ouais, non. Non. Normalement on dirait pas. Ok. Mais ouais, et du coup j'avais c'était on va dire il y a 3 ans. Je suis arrivé à Paris, j'ai posé mes affaires à Paris le jour où Notre-Dame a brûlé. Je sais pas s'il y a Ah oui, d'accord. C'est une belle anecdote, je sais. Toi. Je sais pas si C'est toi. Ok. Alors ça pourrait être moi. Alors j'étais juste dans le métro, hein, donc je suis pas sûr. Ouais. Mais du coup, c'était il y a 2 ans et demi, je crois. C'était en avril 2018, 19. Ouais. Je sais plus. Je sais plus non. Mais du coup, c'est par là. Et donc j'avais 34 ans, un truc comme ça. 35, je sais plus. Et donc oui, ça fait. Et en fait, même à 35 ans, donc je venais après j'ai trouvé une colocation parce que j'avais pas trop le choix. Avec ce que je gagnais et tout, c'était du freelance. Donc j'avais un bon salaire de freelance entre guillemets, mais ça reste Paris. C'est dans le 92, le Valois. Et le but c'était pas de faire 2 heures matin et soir. Et donc du coup, j'ai réussi à aller
dans le 92, mais en coloc. Mhm. Alors la coloc à 35 ans, c'est pas super marrant. C'est clair. Donc, il a fallu que je prenne sur moi. Ah, il y a eu un parcours de combattant quand même. Hein. Ah ouais, et heureusement qu'on parle pas de ce qu'il y a avant tout ça. Parce que... On dit que c'était la préparation psychologique. Ouais. Ah non, ce qu'il y a avant, c'est très chaotique, mais au pire, on en parlera après. Oui. Mais du coup, ouais, donc 35 ans à peu près. Et en fait, j'ai fait à peu près... j'allais à peu près 2-3 fois par semaine au bureau. Donc voir les copains / collègues, parce que après ça devient aussi des copains. Et C'est un relationnel professionnel ouais, avec après, une présence à chaque fois. Ouais, voilà, c'est ça. Et après, ça reste quand même le milieu gaming. Donc c'est quand même plus relâché, concrètement. Je sais pas comment c'est dans vos boulots et tout, mais encore une fois, par rapport à la grande distrib, c'est tranquille. On est en jean, t-shirt, tranquillou. Oui. Y a personne qui est en général à la minute. Mais en fait, la philosophie, c'est plutôt tant que le job est fait, en fait, peu importe quand ou comment, il faut que ça soit fait, mais c'est tout, quoi. Si je peux me permettre, ça à la Google. Tu as un objectif et pas forcément un temps régulier. Ouais, oui, j'imagine, ouais. Et moi, je préfère 1000 fois cette façon de faire là. Mais il n'y a pas de pression d'un manager. Bah, en fait, quand tout va bien, comme partout, en fait, quand tout va bien, t'as pas de pression ou encore une fois, pas de pression telle que moi je l'avais connue avant. Donc pour moi, c'était rien du tout, en fait. C'est quelqu'un, des fois, qui vient de faire une remarque sur un ton un peu sec, et il y a des gens qui s'indignent ou j'exagère, mais qui se décomposent. Ouais, qui se décomposent. Et bah, encore une fois, moi j'ai 10 ans de plus que la moyenne de mes collègues, et j'ai déjà connu tout ça avant, donc c'est normal, c'est une entreprise en fait. Après, à un moment, il faut que ça génère de l'argent, que ça soit rentable, sinon le site ferme en fait, comme partout. Oui. Donc c'est tu juste comprends légitime. les réalités qu'il y a derrière, d'autant plus que tu as connu des réalités un peu plus sévères. Oui, voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Et est-ce que je continue en même temps, vas-y, le parcours. Est-ce que quand tu arrives, et toi qui n'as pas ce parcours rédactionnel, qui n'a pas été, ou journalistique, dira-t-on, quand tu arrives et que tu croises les autres qui ont peut-être ce parcours-là, est-ce que tu te sens mal à l'aise? Est-ce que tu as l'impression que tu n'es pas à ta place? Genre pas légitime? Pas légitime. Est-ce que tu as le syndrome de l'imposteur? Alors, en fait, j'ai eu la chance. Enfin, la chance. En fait, je suis quelqu'un qui croit beaucoup je vais faire une comparaison un peu nulle, mais tant pis. Et qui croit beaucoup au travail. Oui. Je suis plus Cristiano Ronaldo que Léo Messi, en fait. Je préfère quelqu'un on va dire, qui tryhard et tout ça. Enfin, je préfère. Et qui a peut-être un peu moins de talent que l'autre, et qui du coup va plus bosser et montrer qu'il bosse, plutôt que quelqu'un qui a juste le talent et qui va un peu se reposer sur ses acquis. Tout ça. Je suis plus comme ça. Après, encore une fois, c'est peut-être l'éducation qui fait ça, ou je sais pas trop d'où ça vient. Et du coup, je considère que j'ai pas un talent nécessairement de base. En plus, moi, j'ai fait un bac, c'était spé maths. Oui. Absolument, j'ai rien à faire là normalement, vraiment. Mais voilà, j'ai toujours beaucoup lu, je me suis toujours intéressé à beaucoup de choses. Et du coup, niveau rédaction, ça s'est très bien passé. Et en fait, la plupart de mes collègues me connaissaient parce que j'avais la réputation, ils m'appelaient la machine en fait, parce que j'écrivais beaucoup. Parce que je me disais, forcément, j'ai aussi des choses à prouver. Et j'écrivais beaucoup, j'étais très investi. Et je venais de plus en plus aux réunions, justement, aux réunions de rédac globales. Et les gens me connaissaient, et vu qu'en plus on faisait des bons chiffres, c'était entre autres grâce à moi. Alors bien sûr qu'il n'y avait pas que moi du tout, mais j'ai été connu grâce à ça en fait. Et quand je suis arrivé là dans les bureaux, la toute première fois, j'avoue que j'en menais pas large, parce que on dit merde, j'ai chez Webedia et tout. C'est genre là, encore à l'époque il y avait Squeezie et machin et tout ça. On se dit c'est énorme. Et ça fait un peu peur, et surtout pour le petit provincial qui arrive. Mais en fait, maintenant, voilà, j'y suis tous les jours et ça. T'as eu un effet waouh la première fois? Oui, bien sûr, oui, carrément. De voir la rédac, il y a jeuxvideo.com juste à côté aussi. Et puis Millennium, la toute première fois où j'y suis allé, j'étais encore freelance, c'était en 2017, je crois, pour suivre la Gamers Assembly. J'ai fait mes premières interviews là-bas en tant que... J'avais jamais tenu de ma vie un micro pour quelqu'un. J'étais en stress, c'était horrible. Je me suis décomposé, c'était vraiment dur. Je devais répéter devant la caméra d'abord comment j'allais commencer l'interview. Alors que c'était des joueurs que je connaissais, que je suivais, et j'avais peur de mal faire. Oui. Et parce qu'on était filmé aussi, et ça allait sur le site après, j'avais peur de faire
d'être nul en fait juste. Ouais. Puis t'as le fan en toi qui se dit C'est ça, bien je veux sûr. pas qu'il me déteste. C'est ça, là-dessus c'était vraiment, vraiment bizarre. Et en fait, autant là, justement, l'exercice qu'on fait là du podcast et discuter et tout, j'aime bien ça. Par contre, faire un face cam, en fait, je sais pas mettre du ton et tout quand il faut. Ah, je suis nul, très très nul. Je pense que ça se travaille beaucoup, mais je sais pas inné en tout cas, loin de là. Puis à force d'écrire, tu as d'autres façons de voir les projets, tu as d'autres façons de mener ton histoire. Bien sûr, tu t'habitues oui. à ça. Ah, puis c'est vrai que maintenant je commence, parce que ça arrive, alors je dis pas souvent, mais quand on me demande justement genre, comment t'es arrivé là, ou quand je revois des personnes qui me connaissaient dans ma vie d'avant, on va dire, qui me disent mais avant tu ne faisais pas ça du tout, qu'est-ce qui t'est arrivé? Et quand je raconte ça mais en version plus light, cette histoire-là, oui, je la maîtrise, on va dire ça comme ça. Et donc on en était au moment où je commençais à venir pas mal au bureau. Oui. Et en fait, alors j'ai eu de la chance entre guillemets. Il y a eu un petit peu une revue d'effectifs, donc il y a le rédac chef emblématique de Millennium qui est parti en juin 2018, ouais, je crois. Non, 2019. Qui est parti lui bosser dans une école, c'est les XP Gaming School. Ah, d'accord, XP Gaming School à Bordeaux, qui est très bien là-bas et qui a trouvé un très bon poste là-bas. Et donc mon pote en fait de l'époque, qui était donc juste mon supérieur sur Hearthstone, est devenu rédac chef en fait de Millennium. Mais en fait, on a à chaque fois tout monté en même temps. C'est vraiment pas mal. Hein. En fait, t'as eu une bonne opportunité, t'as eu la bonne porte d'entrée. Ah ouais, clairement là-dessus. Comment il s'appelle? Romain Joanneau. Ok, dédicace à Romain. Voilà. Il sait que je lui dois beaucoup. Après, on n'est pas toujours d'accord sur tout, mais bien sûr que. Oui, c'est normal. C'est ton mentor au final. Ouais, voilà, oui, bien sûr. Et du coup, ouais, donc donc lui, on lui a proposé ce poste-là, et après, donc ils ont dû chercher un rédacteur en chef adjoint, forcément, pour le remplacer lui. Et au début, ils ont pris quelqu'un d'autre, une personne complètement extérieure. Et encore une fois, alors coup de bol, coup de bol pour moi en tout cas. Oui. Mais cette personne-là a eu des soucis familiaux. Il y a trop de coïncidences. Il arrive à Paris, Notre-Dame brûle. Bon, écoute, moi je t'aime bien, moi je suis ton pote. Il n'y a pas besoin de créer des trucs. Non, ici. non, mais des fois c'est à se dire effectivement qu'il y a un truc. Alors, je crois en pas grand-chose, mais. Il y a, je sais pas, un truc qui s'est dit il faut qu'il arrive à la place là, j'en sais rien, je sais pas. T'as une bonne étoile quelque part. Ouais, c'est ça, ouais. En fait, je suis plutôt un chat noir de base, mais en tout cas sur le plan là, franchement, j'avoue que c'est le karma qui compense. T'as la poisse partout et là. Ouais, voilà, il m'a fait perdre mes cheveux vachement tout. J'ai dit allez, on va lui filer un boulot qu'il aime bien quand même. Je sais pas. Et du coup, donc cette personne là a dû partir. Et en fait, alors c'est pas rabattu sur moi parce que je pense pas que ça soit ça, sinon je serais déjà plus là. Mais on m'a proposé le poste là en fait. Et justement, ce qui est bien, c'est que niveau légitimité, comme on en parlait tout à l'heure, y a plein de mes collègues qui bossaient sur d'autres jeux, sur League of Legends et tout ça, qui ont aussi poussé pour que j'accepte en fait. Parce qu'ils me disaient, on sait que ça va faire le job et tout, parce que t'as pas besoin de légitimité parce que les gens ils t'écoutent en fait. Et en plus là quelque part, non seulement tu as le parcours maintenant journalistique qui est rodé, et tu as l'expérience de manager qui peut reprendre le pas. Donc c'est un poste idéal au final. C'est clairement le cas là-dessus. Et du coup oui, ça joint mon expérience et une passion. Donc, et effectivement on se dit... en fait au tout début de l'aventure de tout ça, clairement mes parents qui sont beaucoup plus conventionnels, qui eux ont été qui étaient enseignants, mes sœurs sont enseignantes et juristes, c'est des boulots entre guillemets plus normaux. Exact. Et au tout début du truc, quand j'ai dit je vais passer en auto-entrepreneur, j'ai déjà plus ou moins un client sûr et tout ça, ça a été la panique à la maison. C'est clair. Parce que t'es sûr. Oui, c'est ça. C'est risqué, tu te rends pas compte. Il faut signer un contrat d'exclusivité avec et tout pour être sûr d'avoir quelque chose derrière et tout. Je dis après, ça fait déjà 1 an que ça fonctionne comme ça va aller et tout. Moi, j'y croyais. Peut-être que c'est moi qui étais trop enthousiaste. En tout cas, ça s'est bien goupillé. Et en plus, tu leur dis dans le gaming. Mais non. Ah ouais, non, mais et c'est pas. Eux, c'était. Je sais pas si je dois les remercier ou pas, mais c'était vraiment pas du tout la cam à la maison. J'étais le seul qui vraiment apprécié ça. Et moi, j'ai passé des après-midi sur Diablo 2, donc la première mouture à l'époque, à squatter la connect parce que c'était sur du 56K et on pouvait pas jouer et téléphoner en même temps. Donc j'ai bloqué la ligne téléphonique. AOL, là
Ouais, c'était ça. C'était ouais. les modems dégueulasses avec le bruit pourri. Ouais. Et donc, eux, ça leur sortait par les yeux parce que je squattais le seul PC de la maison pour faire un truc qui leur bloquait en plus le téléphone. Ouais. Ce que je peux comprendre. Et quand on a commencé à avoir la DSL, je crois, il y a eu World of Warcraft qui est sorti. Et là, j'avais moi 19 ans, je crois. Ou 20 ans, peut-être. Bah non, c'est il y a 15 ans, donc j'avais 22 ans. J'y étais encore parce que je finissais mes études, je crois. Et du coup, j'ai beaucoup joué parce que c'était Warcraft. Quoi. Et c'est tout à fait le genre de personne qui, à 11h, passait devant ma chambre en disant par contre, il faut aller te coucher. Alors que j'étais en raid avec des copains et que c'était au moins jusqu'à minuit, sinon on se faisait jeter des cailloux. Quoi. Ouais. Et après, voilà, c'est peut-être aussi été des bonnes habitudes que j'ai prises pour jamais devenir un complètement no-life et me lever et me coucher à 6h du mat tous les jours. Donc voilà, ça forge aussi une personnalité et tout ça. Mais voilà, donc je sais plus est-ce qu'on était dans l'autre histoire. Non, tu passes rédacteur en chef adjoint par l'opportunité qui vient de se créer. Voilà, c'est ça. Et du coup, donc c'était le 1er octobre. J'ai fêté mes 2 ans là, en CDI. C'était hier. Merci. C'était beaucoup de choses en octobre. Yes. Et effectivement, en fait, avec le recul, pour moi, en fait, j'ai l'impression que c'est genre un truc qui s'est passé normalement et qui pourrait se passer pour n'importe qui voudrait vraiment le faire. Alors que, en fait, c'est vrai que quand j'en parle, des gens qui me disent ouais, mais en fait, en 3 ans, parce que là maintenant, j'ai la place depuis 2 ans, en 3 ans, en fait, t'es passé de bénévole à rédac chef adjoint, en fait. Ouais. Et c'est énorme. Pour moi, ça me paraît pas dingue parce que je l'ai vécu, que j'étais la tête dans le guidon et tout. Mais effectivement, avec le recul, je me dis ah oui, en fait, c'est pas mal. C'était rapide. C'est ça. C'est ça. Mais voilà, et je me dis mon travail a payé. Et, que là, je connaissais personne, donc il y a pas du tout d'histoire de piston. Ouais. Alors après, bien sûr que le fait que je m'entende bien avec mon pote et tout, ça a forcément joué. Mais après, maintenant, je serais pas là depuis 2 ans si j'étais un branquignol, quoi. Enfin, normalement. Disons pas dans une boîte comme Webedia où je vais pas en dire du mal, mais les gens sont pas là pour rigoler, en fait, quoi. Enfin, à un moment, on fait pas son boulot, on part, enfin, comme dans n'importe quelle boîte. Si tu as fait d'autres boulots, par exemple alimentaire, au début tu as fait le management, mais après en tant que commercial, c'était plus alimentaire, comme tu dis. Est-ce que quand même une part de toi voulait travailler dans le gaming, notamment par rapport à Hearthstone, ou c'est plutôt une part de toi qui voulait travailler en tant que journaliste? Qu'est-ce qui t'a attiré le premier? Alors honnêtement, journaliste, non. Enfin, non, pas du tout. En fait, le seul projet qui avait eu un peu... En fait, moi, j'ai toujours beaucoup joué à l'époque, et je prenais même des semaines de congé. Je me souviens que j'avais pris une semaine quand Diablo 3 était sorti, et genre mes collègues me demandaient mais pourquoi tu prends une semaine maintenant, c'est pas un timing de vacances et tout. Je dis non, parce qu'il y a Diablo 3 qui sort, je sors pas de chez moi pendant 3 jours. Je leur montrais mes réserves de Red Bull, de boissons énergisantes et de sandwich triangle et tout pour le rush Diablo 3 ou pour une extension World of Warcraft et tout ça. Et mais jamais, honnêtement, au moment là, je pensais jamais de la vie bosser, même gagner de l'argent avec ça, en fait. Et le seul moment où on a commencé à un peu y réfléchir, c'était justement vers la fin de ma période grande distrib. Et en fait, on a été s'enterrer, on va dire, désolé pour les bassins mouillés, mais on a été s'enterrer à Forbach, en fait. Ah oui. Avec un pote et une copine à moi. Et en fait, on louait c'était un truc avec 3 chambres, enfin un truc immense avec 3 chambres et tout ça. On essayait de monter plus ou moins une espèce de gaming house, en fait. Et on voulait streamer. Enfin, en fait, on avait chacun un PC pour stream. On avait du matos pour stream dans le salon aussi. Comme ça a été un peu la mode au moment-là, en fait. Oui. Et tout le monde, des fois, streamait du Mario Kart dans son salon et compagnie. Et on voulait faire un peu pareil. Et en fait, il s'est révélé que ça marchait pas parce qu'on n'était pas Squeezie, en fait. Oui. Mais t'étais ambitieux déjà à l'époque, hein? En fait, je suis toujours. En fait, moi, j'ai besoin. C'est ma personnalité. J'ai besoin d'un objectif, en fait, et de me fixer un gros truc pour après faire des petites étapes et me dire, j'avance vers ça, en fait. Tu vois la vie comme un RPG et t'apprécies le grind. Alors, je sais pas si. Je sais pas ça. En fait, c'est un peu ça. Mais par contre, quand on me demande est-ce que tu préfères l'arrivée, enfin le voyage ou la destination, c'est la destination tous les jours, en fait. Si demain je pouvais tout de suite avoir le poste dont je rêve, j'y vais tout de suite. En fait, tu te mets une carotte. Oui, c'est ça, ouais. Et je fonctionne à ça, quoi. J'ai toujours besoin d'un truc. Et effectivement, si demain j'ai plus d'objectif, j'ai rien qui me stimule, et si rien qui me stimule, c'est bête, mais enfin moi, je vais être le type de personne qui va passer en dépression, en fait. Ouais. Il faut que j'ai un truc à faire, tout simplement. Et dans lequel progresser, dans lequel évoluer et tout ça. Et donc du coup,
encore une fois, la grande distrib, dans mon boulot, j'avais fait le tour. Et moi, je voulais justement encore évoluer, mais après, on peut pas évoluer tous les 4 matins non plus en distrib, parce que c'est très fermé. Et j'ai eu une évolution dans une autre enseigne, et après, je suis parti, parce que c'était compliqué, on va dire ça comme ça. Mais oui, je suis effectivement très ambitieux, même si pour moi, ça reste des objectifs atteignables, en fait. Je me fixe pas... Enfin, j'ai pas envie de... Bien sûr, si demain je deviens millionnaire, tant mieux, mais j'ai pas objectif. Là, aujourd'hui, ton objectif, est-ce que au niveau journalistique, il est atteint ou tu vises encore plus haut? Alors, on va attendre que Romain passe. Non, là, alors, il y a eu des tensions par rapport à ça. Oh my goodness. Non, mais parce qu'en fait, maintenant, on est dans l'absolu, même si je suis son adjoint, et en fait, on est très complémentaires. Disons qu'il n'y a pas vraiment entre nous deux de... Alors, si demain, il doit y avoir une décision qui doit être prise, qu'on n'est pas d'accord, c'est lui qui la prendra, ok. Mais dans l'absolu, dans la vie de tous les jours, on est un binôme, en fait. On n'est pas genre lui complètement au-dessus, moi en dessous. Et c'est pas du management totalement vertical. Ouais, voilà, on est vraiment une team de 2, et après, il y a la rédac, en fait. On est vraiment plutôt comme ça. Et du coup, en fait, là, niveau évolution pure, tout de suite, chez Millennium, en tout cas France, il n'y a pas vraiment de perspective à part... prendre la place justement de Romain, mais déjà elle m'intéresse pas. Enfin, faut attendre que Romain monte encore et que toi tu. Mais même lui en fait, là au-dessus, là les gens qu'on a au-dessus, vous allez connaître peut-être de nom, c'est Bertrand Hamar par exemple. Oui. Qui a fait de la télé, des émissions de loisirs, de jeux et tout depuis un bail, genre quasiment 30 ans je pense. Et donc qui est notre boss depuis maintenant un an et quelques. Et qui est quelqu'un qui est beaucoup plus axé marketing, commercial, enfin dialogue avec les commerciaux et tout ça, et qui du coup nous laisse justement pas mal de latitude parce que nous on sait ce qu'on fait niveau édito et tout ça. Et donc ça se passe très bien. Une expertise. Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, c'est lui notre boss direct, et en fait, soit l'évolution elle se fait autre part, soit après c'est juste une évolution de salaire. Mais oui. Je dis pas que je bosse pas pour ça, mais moi j'ai besoin après d'un nouveau challenge. De manière générale, de nouvelles motivations. Et en fait, ce qui s'est passé, donc c'est il y a 2 ans, c'est que Millennium a ouvert des sites internationaux. Et donc il y a eu, donc c'était mon ancien directeur qui avait proposé et lancé ça. Donc il y a un site arabe, un site, donc en langue arabe, un site au Brésil, donc portugais, un site espagnol et un site en anglais. Ah oui, d'accord. Et après il y a le Webedia Allemagne qui a alors il s'appelle pas Millennium, mais il s'appelle MindMMO, vraiment très, très allemand. Qui s'appelle MindMMO, qui appartient donc à Webedia Allemagne. MindMMO, ça fait quand même MMMO. C'est pas ouf. On avoue, niveau initial, c'est pas ouf. Mais voilà, c'est un très gros site. Et il y a aussi Webedia Pologne qui a, alors c'est plus anglais, ça s'appelle Game Pressure. Et c'est un très gros site de guide, enfin un très gros site SEO en fait. De guides qui touchent beaucoup d'Américains et tout ça, parce qu'ils écrivent pas en polonais, ils écrivent direct en anglais. Et donc du coup, donc mon ancien directeur justement s'occupait des relations, de la coordination entre ces sites. Et depuis qu'il est parti, ça se fait, chacun fait un peu à sa sauce. Il y a des rédacteurs en chef dans chaque pays. Mais le but du jeu, c'est d'avoir après une harmonie vraiment entre les lignes édito. Après, qui soit modifiée par les demandes. Et une Millennium culture. Ouais, voilà, c'est ça. Je dis n'importe quoi. Au Brésil, ils sont beaucoup plus orientés Counter-Strike, par exemple, que chez nous, ou aux US aussi, ou en Espagne, ils sont très League of Legends, mais ils sont très potins League of Legends, alors qu'en France, c'est juste e-sport League of Legends et la Ligue française de League of Legends, et après tous les petits dramas à côté, on s'en fout un peu. Et c'est vraiment des consommations différentes. Et donc, il faut que chaque rédac chef et chaque Webedia adapte un peu ce qu'elle va écrire en fait par rapport à ses lecteurs. Et du coup en fait moi il y a un an, à peu près un an, je me suis dit voilà, parce que moi en fait je parle anglais maintenant par la force des choses, justement parce que j'ai eu la chance grâce à Millennium d'ailleurs d'aller faire des events à l'international. Donc j'ai suivi des BlizzCon, ce qui était déjà mon rêve quand j'étais gamin. Et donc j'ai interviewé les développeurs mythiques. Sur place ? Ouais. Ah d'accord. Ah oui, maintenant j'y étais 3 fois. Maintenant à l'époque, la première fois j'étais pareil, j'avais peur, je me suis dit où est-ce que j'arrive, j'avais jamais été aux US. Et là j'arrive direct, c'est avec des interviews de développeurs et tout ça.
Et après, on est allé à Taïwan aussi pour les championnats du monde Hearthstone. Enfin, c'est des trucs que j'aurais jamais vécu autrement, quoi. Et donc en plus de ça, voilà, il y a ça aussi. Je me dis, ouais, mais j'avais jamais voyagé plus loin que la Turquie avant. C'est une sacrée opportunité là. Ouais, c'est ça. Et en plus de rencontrer justement les développeurs des jeux, on a fait les press tours pour Warcraft, parce qu'après, une fois qu'on est un peu... moi, on m'a tagué entre guillemets Hearthstone, donc les gens de chez Blizzard me connaissent pour ça, mais ils savent aussi du coup que j'ai toujours beaucoup joué à Warcraft. Donc quand il y a eu un press tour Warcraft, j'y suis allé avec un collègue et on a testé, c'était les 25 ans de Warcraft global et les 15 ans de World of Warcraft. Et c'était un anniversaire génial et c'est con, mais on a des t-shirts collector qui n'ont jamais été vendus après. C'est des trucs pour un mec comme moi, enfin... C'est juste trop bien en fait. C'est mieux que la paye. C'est ça. Alors, pas mieux, mais c'est un ajout vraiment, vraiment trop bien. Et ça, c'est vrai que c'est des trucs que j'aurais jamais vécu autre part, quoi. Ouais. Donc là-dessus, enfin, je me dis, c'est pareil, j'ai vraiment du bol. Après, bon, bah là, le Covid a un peu tout cassé pour le moment. Ça a vraiment changé les choses pour vous, parce que y a la rédaction en ligne, elle a pris un pic d'audience quand même. Alors, au premier confinement. J'avoue qu'il y a eu un... On va pas... De toute façon, je pense qu'il n'y a aucun intérêt à rentrer dans les vrais chiffres et vraies données chiffrées. Oui. Mais au premier confinement, on a eu la chance d'avoir Animal Crossing qui sortait en même temps. Ah oui. Le New Horizon. Il est sorti genre en avril et le confinement a commencé en mars. Oui, mars, par là. Et en fait, Animal Crossing, on a quasiment doublé notre fréquentation normale en fait. Oui. Ce qui était un truc... jeuxvideo.com, pareil, de son côté, a fait une évolution de ouf. Parce que en plus c'était du pur SEO, donc c'était des guides bien spécifiques sur tel animal, où est-ce qu'on le trouve, comment vendre ses navets et compagnie. Donc c'était vraiment du pain béni pour nous. Et en plus tout le monde était à la maison de toute façon, donc les gens jouaient plus. C'est clair. Les gens achetaient plus de Switch et compagnie. Et c'était quasiment le seul jeu qui était dispo avec, quoi. Donc ça a été vraiment du pain béni à ce niveau-là. Après, alors manager des gens par contre, quand c'est que à distance, c'est assez compliqué. Parce que malgré tout, on aime bien avoir un minimum la main mise sur ce qu'ils font. Ouais. Tu flexes. Aïe. Tu fais ton Fabieng. Mais en fait, il y a toujours des gens qui vont savoir ce qu'ils ont à faire dans la journée et ils vont le faire sans qu'on ait à les fliquer en fait. Oui. Et par contre, il y a toujours des gens, et c'est dans le tempérament, j'imagine, où il faut toujours leur courir après pour leur dire il faut que ça soit fini. Et ça, après, c'est les caractères des gens dans une rédac, je dis n'importe quoi, en tout entre 10 et 20 personnes, je sais pas, il y en a au moins 3 ou 4 qu'il faut tout le temps suivre en fait. Et en plus, la moyenne d'âge est assez... Et en plus, c'est ça, il y en a beaucoup. Il y a quand même pas mal dont c'est le premier job ou le premier contrat un peu plus long. Et puis après, tout le monde... Enfin, il y a toujours aussi un peu l'ambiance, justement, gaming est un peu plus relax. Ouais. Qui fait que on se dit, les managers sont quand même cool, parce que bien sûr, on est plus cool que dans les autres métiers. Et donc du coup, ça va passer si je le fais que demain et tout, mais non, il y a des fois des choses qui doivent être faites tout de suite en fait. D'ailleurs, ça doit créer des désillusions quand même, hein. Alors je pense à un spécialement. Mais en vrai, c'est pas spécialement... Enfin, je sais pas que c'est pas marrant, mais c'est qu'en fait, effectivement, il y en a qui sortent d'école de journalisme et qui effectivement ont la tête remplie d'étoiles et tout. Ils disent je vais bosser dans l'e-sport et tout, et je vais faire des plateaux, parce du coup il y a une chaîne de télé chez Webedia, il y avait le plateau de le stream. Donc je vais faire des chroniques, je vais faire des interviews tout le temps. Alors le Covid a déjà calmé beaucoup ça clairement. Mais et après malheureusement la réalité c'est que d'abord c'est le site est plus important en fait que tout ça. Parce que d'abord ils sont recrutés pour être responsable éditorial sur un thème, et ensuite s'ils ont le temps et quand ils ont le temps et quand l'opportunité se présente, ils vont faire une interview de tel joueur pro où ils partent en event ou des choses comme ça. Mais dans l'idée, maintenant on a un peu évolué niveau stratégie vidéo, mais quand on a recruté tous les gens là, c'était pour écrire à la base. Maintenant on s'est un peu plus lancé justement on a une chaîne YouTube qui est très bien et qui a pris 50K abonnés je crois en quelques mois, avec du vrai contenu, avec vraiment des trucs recherchés et tout ça. C'est pas des petites vidéos de 2 minutes, c'est vraiment du bon contenu qui est très travaillé. Et du coup donc là on a effectivement dédié 2 personnes qui font presque que ça. Et après du coup il y en a qui regardent ça un petit peu avec leurs yeux de chapeauté, parce qu'ils aimeraient aussi faire ça. Ils aimeraient aussi passer devant la caméra et pouvoir transmettre leur passion et tout ça. Mais il n'y a pas tout le monde qui peut le faire.
Oui. C'est à nous de juger qui a le temps, qui peut le faire selon les sujets qu'il a traités en ce moment. Parce que l'activité, c'est des fois... Je prends l'exemple de League of Legends. Des fois, il y a l'intersaison où il se passe pas grand-chose. Et après, il y a une période de gros rush parce qu'il y a les Worlds ou parce qu'il y a le début de saison ou les grosses annonces Riot. Le mercato. Ouais, voilà, le mercato et tout ça. Et donc, il y a des fois où il y a des trucs qui leur passent sous le nez parce qu'ils sont trop occupés autre part, en fait. Oui, D'accord. Ils sont un peu perdus. Ouais, c'est ça. Et effectivement, il faut revenir au réel. Hein. C'est ça. Et très souvent. Je suis même pas sûr qu'on ait quelqu'un au-delà de 30 ans dans la rédac. On a, dans les CDI, on en a 2 qui sont un peu plus vieux, mais qui eux traitent les jeux AAA. Et D'accord. qui, du coup, eux font des tests et des guides concrètement. Donc eux, de toute façon, n'écriront jamais sur l'e-sport. Et après, on a des gens qui sont là pour l'e-sport. Mais et eux, souvent, c'est leur premier job en fait. Et là, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué à faire passer le message de il faut attendre en fait. Et ils sont là, ils ont envie de tout avoir tout de suite, de passer en émission, et tout ça, mais ça se fait... Après, des fois, il y a du copinage qui aide aussi, bien sûr, mais quand on n'est pas dans les petits papiers nécessairement, il faut travailler un peu plus, il faut attendre 6 mois. Oui, il y a un roulement. Ouais, voilà, c'est ça. Et par rapport à ça, justement, c'est quoi le rythme qui est demandé, en tout cas, de production d'articles ou de contenu, on va dire Alors, en fait, on essaye sur un mois, on essaye de faire... donc on parle entre news, donc actualité, vidéo et guide, donc vraiment le contenu pur SEO, entre 800 et 1000 contenus, tout jeu confondu. Ouais. Donc, et ça c'est réparti sur une équipe entre 10 et on va dire entre 10 et 15, c'est-à-dire selon les mois. Des fois on a besoin d'un freelance, mais des fois le mois d'après non. En gros c'est entre 10 et 15 quoi. D'accord. Et quelles sont les autres contraintes qu'il peut y avoir par exemple, là, vu que c'est un business quand même, hein, il faut faire des articles SEO, il faut monter le compteur pour que la publicité puisse travailler, parce que je pense que vous avez des commerciaux qui vendent la pub en direct, en plus de tout ce qui est programmatique. Ouais. Donc là, est-ce que vous avez des contraintes de façon d'écrire? Est-ce que c'est quelque chose que vous devez incorporer dans votre style et dans votre contenu? En fait, on est beaucoup et de plus en plus guidé justement par la team SEO. Enfin, en fait, on a 2-3 personnes, enfin même plus, mais on a un mec en tout cas qui est vraiment dédié à nous niveau SEO et qui on a une réunion par semaine et qui des fois il nous déniche un petit peu des sujets qui sont très trends mais que nous on n'a pas nécessairement vu avant. Et effectivement des fois on va essayer de gratter un petit peu des vues sur tel ou tel sujet. Alors c'est pas nécessairement très marrant l'aspect SEO et on suit parce que des fois c'est vraiment des sujets on va pas dire putaclic, mais on s'est compris. Même le titre, choc. Ouais, alors, on n'en est pas là. Alors, en fait le truc, c'est super compliqué justement parce qu'en fait, la philosophie un peu à l'heure actuelle, c'est d'essayer de générer des vues par Google Discover. Google Discover, en gros, c'est quand tu lances Google sur ton téléphone, tu mets juste Google et en fait, tu scrolles vers le haut. Et en fait, en dessous, tu as ou peut-être à la gauche, et tu as des contenus qui te sont proposés selon tes recherches, des recherches habituelles, on va dire. Et donc, souvent, le but, c'est c'est que les gens sont tellement feignants, on va dire, qu'ils scrollent juste, et ils ont, je sais pas, 3-4 articles qui vont leur être proposés. Et souvent, le but, c'est d'y être nous, en fait. Et pour y être, en fait, il faut réussir à avoir. Parce qu'un contenu SEO n'y sera jamais, puisqu'il y aura 4-5 sites qui sont dessus, et c'est juste voué à être premier sur Google, mais jamais dans Google Discover. Mais par contre, ça va être un sujet qui sort un peu des sentiers battus ou avec un titre un petit peu accrocheur. Alors voilà, on rentre jamais dans le putaclic parce qu'on veut garder. On a une certaine déontologie quand même. On se refuse clairement à ça. Mais il faut tourner le titre intelligemment, il faut tourner le chapeau. Vous appelez ça le chapeau, moi je dis synopsis. Intelligemment. Mais voilà, effectivement, on mettra jamais en majuscule choc. Hideo Kojima. Venez voir ce qu'il vient de faire, c'est incroyable. Ouais, voilà, non, clairement. Mais ça sera. L'autre fois, on a fait des super chiffres sur un article qui parlait de. Je sais même plus le nom du jeu, mais c'était un truc qui plagiait. Genshin Impact. Ah oui, d'accord, ok. Et c'était un jeu qui existe en Chine, mais qui est vraiment quasi du plagiat complet. Nous, ça nous touche pas vraiment parce que on y jouera de toute façon pas. Mais voilà, et ça, c'est le genre de titre, et c'était genre
c'est pas New World le nom, pas du tout, mais je ne me planterai pas avec ça, mais c'était genre World quelque chose, le jeu qui plagie Genshin Impact. Ça me paraît pas trop. Oui, non, c'est correct. Enfin, c'est un titre très factuel. Ouais, voilà, c'est ça. C'est factuel et tout. Et c'est travaillé derrière. C'est pas genre 200 mots et débrouillez-vous avec ça. Et c'est des contenus qualitatifs qu'on essaie de mettre en avant en fait. Et souvent, justement, quand c'est pertinent, Google le comprend, l'interprète bien en tout cas, et le met sur Discover. Et quand c'est sur Discover, on voit la différence parce que dans les vues, ça change vraiment énormément. C'est des fois du simple au triple, quadruple, voire plus quoi. Et c'est donc ça, c'est des grosses contraintes que du coup on a justement d'avoir à chaque fois des sujets qui pourraient aller dans Google Discover. Des fois, c'est pas facile à trouver. Et après, niveau contraintes pures, on a les contraintes SEO de toute façon. Oui. De titrage, de temps et temps de mots dans l'article, parce qu'un article à 150 mots, par exemple, la plupart du temps, ça vaut pas grand-chose pour Google. Donc à un moment, même si on est bien placé à un instant T, on n'est pas sûr que 2 semaines après, on soit toujours en haut des pages Google. Et nous, en fait, on met un point d'honneur à avoir que à sortir peut-être moins de contenu que certains concurrents qui des fois en sortiront peut-être 1500 dans le mois, par exemple. Oui. Mais qui du coup, au fil du temps, vont s'étioler et partir dans les profondeurs de Google en fait. Parce qu'en fait, avant, par rapport au print, on se disait, le print, les gens aiment lire, le web, ils aiment moins lire. Mais de plus en plus, on voit que les internautes préfèrent avoir du contenu plutôt qualitatif que de se perdre dans 2-3 titres et en fait, du contenu tweet, quoi. Oui. J'espère. Ça serait quand même malheureux que ce soit le contraire. Sinon, autant laisser la page Twitter et ne pas créer un site. Oui, carrément. Ouais. Carrément. Mais après, en termes de contraintes, comme tu disais, il y a la programmatique qui est rentrée qui est rentré dans les mœurs maintenant. Je demande ça comme ça, un Taboola, un Outbrain. On a un Taboola en bas et après le reste c'est un lecteur. Après nous, Webedia a une régie publicitaire aussi de base. D'accord. Donc on a aussi notre propre système de vidéo qui fait que on génère de l'argent grâce à ça. Mais au tout début, encore maintenant il y a 3 ans en arrière, on n'avait jamais de vidéo dans les articles en fait. À part si vraiment il y avait un gameplay contre un boss à montrer, il y avait une vidéo. Mais sinon, là maintenant, dans chaque article, par exemple, on a pris l'habitude de mettre une vidéo et tout le monde a pris l'habitude, ça a été long. Chaque fois, il faut répéter les trucs. Là, ça m'a rappelé la grande distrib, c'est de répéter les trucs 15 000 fois et à la semaine d'après, de redire c'est pas encore fait à 100% et tout ça. Parce que ça génère, en gros, une vue vidéo, concrètement, ce que nous avait expliqué, génère 10 fois plus d'argent, correspond à 10 vues d'un article en fait. D'accord. Oui, c'est par rapport au CPM en fait. Ouais, alors ça, c'est le coût par 1000 impressions. Ok, d'accord, ouais. Qui n'est pas le même. Tu vas payer plus cher pour être affiché en pré-roll ou des trucs comme ça qu'être affiché juste en bannière ou en double rectangle, des trucs plus. Ok. Et du coup, ça a été compliqué parce qu'il y a des gens qui sont là depuis, qui sont chez Millennium depuis entre 10 et 12 ans par exemple. Il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que 2 qui sont comme ça. Mais ils ont des habitudes. Qui ont la vie dure quoi. Vieilles habitudes qui ont la vie dure et qui sont pas nécessairement mauvaises, mais il faut en fait on est obligé d'évoluer tout le temps avec les nouvelles notions de SEO, avec les concurrents comme John aussi ou comme il y a certains sites qui sont apparus qui après ont redisparu et tout ça. Mais il y a toujours des petits moments où on se dit merde, d'où est-ce qu'il vient ce site, il est bien placé sur Google, comment ça se fait, je cherche à comprendre pourquoi et tout ça. Et parce que c'est notre fonds de commerce en fait. Oui, il faut faire cette pige là. Voilà. On a les articles SEO, on a la base SEO, et après on a nos articles qu'on appelle premium, on va dire ça comme ça. Des articles qui sont honnêtement que je pense que peu de sites ont, parce qu'on a aussi plus de gens, mais c'est une valeur ajoutée pour le site en fait. Entre guillemets d'investigation parce que vous avez des portes d'entrée. Oui, en plus, bien sûr, on a la chance d'avoir justement un mec comme Bertrand Hamar qui a énormément de connaissances, qui peut à peu près avec un coup de fil avoir n'importe qui en France dans l'e-sport si on veut. On est sur Paris aussi, donc on a Vitality par exemple à côté, on a Gamers Origin, En plus, à Levallois-Perret, c'est un peu Perret plutôt, c'est un peu la Silicon Valley de Paris maintenant. Il y a beaucoup d'entreprises qui se. Oui, clairement, il y a toutes les banques et tout ça, oui, clairement. Là-dessus, en plus, oui, ça aide forcément. Et après, ce qu'il faut aussi voir, c'est que donc Webedia fait la production de beaucoup d'events de manière générale, télé, tout ça, et tout ce qui se passe autour du gaming et de l'e-sport en France, à part il y a 2-3 structures à côté, genre Solari qui font leur propre tambouille par exemple et tout ça. Mais Webedia participe à beaucoup de productions
et du coup a effectivement les liens avec les structures ou les studios par exemple pour pouvoir dire écoutez on débarque, enfin est-ce qu'on peut débarquer chez vous pour faire un reportage là-dessus par exemple, et voilà, et on a ça, et on a aussi encore une fois la chance d'avoir donc un monteur, enfin un JRI et du coup un de nos journalistes en général qui part avec pour alors les Wars de LoL là non parce qu'il n'y aura pas de journalistes à cause du Covid, mais à chaque fois de partir avec nous en event quand il y a besoin, et donc de faire des vidéos et sur place et de ramener les rushs pour après faire un vrai reportage de entre 5 et 10 minutes. Là récemment on a une équipe de 2 qui est partie, c'était les compètes WRC à Athènes, et c'est pas un e-sport qu'on traite d'habitude du tout, et on a eu l'opportunité, je sais même plus qui est le studio qui nous a proposé ça, honte à moi, mais ils nous ont proposé ça, nous ont dit on a des places, est-ce que vous voulez y aller, est-ce que quelqu'un de chez vous veut y aller, ben oui carrément, c'est un reportage carrément sympa, et en fait il y a beaucoup de liaisons un peu pas incestueuses, parce qu'incestueuse c'est péjoratif, mais inter-BU qui font que on est lié avec ES1 en fait, donc Bertrand Hamar est le patron de ES1 qui est la chaîne la seule chaîne e-sport en fait française, qui est sur un bouquet, le bouquet je sais plus lequel, et donc du coup ils font beaucoup d'émissions avec des différents ou streamers ou influenceurs et tout ça qui viennent en plateau, qui parlent, donc il y a le Mag e-sport, il y a qui squattent les plateaux de qui viennent déjà tourner à Webedia, et en plus derrière ils ont aussi du coup beaucoup de monteurs. Ces monteurs aussi des fois nous dépannent, et en fait on est tout un espèce de microcosme qui fait plus ou moins la même chose, et du coup nous des fois on leur donne quand on va en event, on va aussi filmer des choses qui vont passer après sur la télé, et eux après quand ils partent en event pour la télé, ils nous ramènent des choses qu'on peut mettre sur le site par exemple. Ouais, ça donne un vivier au moins de contenu. C'est ça, et c'est vrai que c'est très appréciable d'avoir ça à côté, quoi. Vous avez de sacrées ressources. Oui, voilà, ça fait effectivement des sacrés moyens là-dessus, mais parce qu'après en fait, quand on n'avait pas encore les contraintes, on va dire vidéo, tout ce qui est en vidéo, à écrire les scripts, plus déjà, on va dire trouver l'idée correcte et pertinente, écrire le script, aller enregistrer la voix off ou pas, ou le face cam, et en plus faire le montage derrière, ça prend un temps fou par rapport à ceux qui écrivent, entre guillemets, qui écrivent juste des articles. C'est impossible en fait. Une vraie vidéo YouTube, si elle est vraiment bossée, d'un quart d'heure par exemple, ça peut être une semaine de taf parfois. Exact. Et ou même parfois plus. Et donc c'est un taf vraiment différent en fait de la rédac pure. Mais c'est intéressant. Après moi j'avoue que c'est pas trop un domaine où j'excelle, donc en fait je m'en tiens, je les regarde parce que pour ma culture perso, mais je m'en tiens un peu à distance parce que j'ai déjà pas à la base de compétences vraiment journalistiques. Oui. Même si je sais donner mon avis maintenant, mais en vidéo, alors là, je dis n'importe quoi, dire voilà, là il y a un faux raccord, là je sais pas faire. Ou alors ça va être, c'est que c'est tellement flagrant que les 7 secondes avant coupure, les choses, les petites. Ah ouais, alors là, j'ai jamais entendu. Non mais bon, c'est pas tout le monde qui le fait. Mais souvent c'est d'avoir quelques coupures. T'as des rythmes où tu dois couper parce que les gens n'aiment pas rester tout le temps sur le même plan. Oui. Si tu changes juste de plan, tu gardes quelqu'un de plus captif. C'est tout bête. D'accord. Et je le dis, je le fais pas. Ah d'accord. Voilà, bon, c'est des trucs tout bêtes, mais c'est des habitudes comme ça. Et c'est vrai que ça change ta façon d'écrire, ça change ta façon de communiquer, et ça gêne beaucoup les journalistes, toutes ces choses-là. D'accord, ok. Mais après, bon, déjà, ça fait de sacrées ressources. Autre chose que je voulais demander, est-ce qu'il y a un truc que tu as découvert dans la façon d'écrire, avec l'expérience, tu te dis, ah ça, je n'y pensais pas, mais maintenant, tu te dis, ah ouais, en fait... tu peux pas faire sans, quoi. Est-ce qu'il y a des trucs, des techniques que tu as eu à apprendre, des indispensables à savoir, des choses comme ça? Alors il y a quelques trucs avec le HAL 0151 pour le E dans l'eau. Ah. Tu t'es fait aussi le non, petit je l'ai papier en tête. avec... Ah ouais, d'accord. Non, c'est-à-dire c'est le HAL 0156, le 0151 c'est le quadratin. Voilà, et puis t'as beaucoup de trucs bizarres comme ça, des raccourcis étranges. Oui, mais... ça veut dire que t'écris déjà sur PC? Oui, toujours. Okay. Ouais. Pas de logiciel de traitement de texte vocal? Non, pas du tout. Non. Non, on est... En fait, le truc, c'est qu'on est sur nos PC, et c'est aussi des PC gaming, en fait. Ouais. Parce que, à notre départ, entre nous et JVC, en fait, on est les seuls qui avons des PC justement comme ça. Tous les gens dans Webedia, les autres départements ont des PC portables. Mais nous, on doit avoir des PC qui permettent de faire des tests de jeux et tout ça. Donc, et après, on bosse sur PC fixe.
Donc c'est pareil, ça fait une grosse installation, mine de rien. Niveau cable management, on est horrible, mais on est vachement moins bien qu'ici, clairement. Parce que là, c'est déjà le bordel. Ouais, mais Ouais. mais du coup, des trucs que j'ai vraiment appris. Alors forcément oui, mais un truc qui m'a T'as marqué. Bah, après, concrètement, l'aspect SEO de la chose, en fait. Ouais. Moi, j'en avais aucune idée. Hein. Et typiquement, bah, j'ai dû m'en servir des milliers de fois à l'époque pour trouver un guide sur World of Warcraft, justement. Ça, c'est vraiment... Et en fait, au début, j'aimais pas ça du tout, parce que pour moi, c'était vraiment qu'une contrainte. Et ça, alors, ça l'est toujours, mais maintenant, vu que j'ai appris à... Et on en a toutes les semaines, on a des résumés SEO, des reviews et tout ça. Et je me dis... Enfin, en fait, ça devient intéressant. Oui. Parce que c'est un outil de travail plus qu'une contrainte. Ça optimise tes articles. En plus, ça te permet de comprendre le lecteur. Oui, c'est ça, de Comment savoir lui cherche qu'est-ce que les... Et il y a plein de fois, c'est bête, on fait des brainstorming. Enfin, un peu moins maintenant, parce que Fortnite a un peu perdu de sa hype de l'époque. Mais à l'époque, on avait 3 personnes quasiment sur Fortnite, parce que c'était le jeu qui a généré le plus de vues quasiment par mois. Enfin, c'était un truc de malade mental. Et en fait, les soirs de nouvelles saisons, on savait qu'on allait faire des articles des fois à 100 000 vues par exemple, enfin, c'est des trucs de ouf. Ouais. Et on se disait, ben voilà, ça comment est-ce qu'on va le nommer, c'est bête, mais est-ce qu'on met d'abord saison 2, chapitre 1 au début, ou est-ce qu'on le met dans le sino, est-ce qu'on le met dans le... Ah ok. Et ça en fait, je pense que pour les gens extérieurs, c'est pas marrant du tout. Mais en fait, à se dire justement comment la personne réfléchit, qu'est-ce qu'elle va taper sur Google. Est-ce que c'est genre des vraies questions des vraies questions intelligibles, ou est-ce qu'il va juste taper Fortnite défi et après il voit ce qu'il y a, ou est-ce qu'il va vraiment taper où est comment trouver tel objet, voilà, comment trouver tel truc sur la map et tout. Et ça, c'est des trucs déjà qu'il faut mettre en place au tout début, et ensuite il faut réussir dans la soirée, quand on voit les nouveaux trends qui arrivent, ou les hashtags sur Twitter, on voit ce que les gens commencent à chercher. Et là il faut des fois tout modifier ce qu'on a fait avant. Oui. Pour justement remettre des bons titres qui collent avec ce que les gens cherchent. Avec les trends. Et ça, des fois, en gros, t'as bossé pendant des fois 1 heure, 2 heures, voire plus, voire même des jours en amont sur un jeu qu'on a eu avant, par exemple. Et tout d'un coup, truc bête, genre Diablo 4 par exemple, ou FF14, eh ben, comment est-ce qu'on écrit le 14 ? Est-ce que les gens l'écrivent en chiffre arabe ou en chiffre romain ? Pareil pour Diablo 4, est-ce que c'est en arabe ou en romain ? Oui, ça change beaucoup, notamment avec GTA, qui est souvent écrit avec le 5 mais carrément. Et où tu sais pas si justement les gens vont mettre GTA, alors Grand Theft Auto, personne ne dit ça, mais je sais pas, sur Devil May Cry, DMC, voilà, et il peut y avoir plein de trucs, et du coup après il faut qu'on en mette un peu dans le titre SEO, un peu dans le sino, un peu dans et ça c'est un truc qu'on se dit jamais de la vie quand on n'est pas dans le milieu là en fait. On se dit de toute façon ils écrivent leur titre et puis ils roulent, ça va se voir d'une manière ou d'une autre, mais pas du tout. D'accord. Et selon le titre, c'est très sympa parce que des fois, genre d'un jour sur l'autre, tu changes ton titre et tu le resoumets à Google, on va dire. Et le lendemain, ton article est passé premier ou deuxième, juste parce que tu as fait une modif qui semble au commun des mortels nul en fait. D'accord. Et c'est trop bien à voir, de se dire, en fait, c'est vrai, ça marche vraiment. Et ça permet de valoriser ton travail. Ouais, en plus, tu changes pas forcément tout le contenu. Ah non, tu changes quasi rien. Que le titre, le chapeau, le sino comme tu dis. Ouais. Mais ouais, et c'est vrai que c'est assez fascinant de se dire que ça fonctionne vraiment comme ça. Alors après, des fois, il y a aussi des injustices entre guillemets sur Google, parce qu'il y a des sites, des sites concurrents fatalement. Et je parle pas d'Eclipsia spécialement. Mais non, vraiment. Mais on connaît tous des sites qui reprennent des fois en copier-coller. Des fois, c'est même des sites de bots en fait qui font du copier-coller, qui redirigent vers chez nous et tout ça. Et qui des fois sont devant nous sur Google et on sait juste pas pourquoi en fait. Bon, après, en général, ça se règle après, je sais pas, 1 ou 2 semaines parce qu'ils retombent dans les oubliettes. Mais quand c'est sur la sortie d'un jeu par exemple, c'est frustrant parce que on se dit que nous on rate des vues, qu'on rate de l'exposition. Juste à cause de mecs qui ont juste tout copié. Des farmers de pub. Ouais, voilà, c'est ça. Et c'est... Encore une fois, nous, on essaye... alors peut-être qu'on est... encore de la vieille école, mais on essaye de bosser proprement et de pas tomber dans le putaclic ou dans les questions... justement, les questions qu'il y a sur Google, en fait. Que t'as des sites qui bossent... genre, tu tapes un truc sur Google, peu importe lequel, et quand tu scrolls, t'arrives vers les 3/4 de la page, et t'as genre 4 ou 5... des questions onglets en fait. Les sortes de suggestions de questions. Voilà, c'est ça. Et du coup, tu as des sites, je ne le nommerai pas,
qui bossent et qui nomment leur article SEO juste comme cette question en fait. Et qui des fois font 5-6 articles et ils espèrent du coup être directement dans la suggestion. Donc, Google te met la question suggérée et juste en dessous, si tu ouvres l'onglet, il te met une URL, un site qui répond mieux en fait. Ok. Et nous, ça, on veut, là, ça serait vraiment du SEO à outrance. Et le problème, c'est que nous, on aime beaucoup nos freelances en fait. Et du coup, on veut pas leur faire ça. Concrètement, c'est un taf pas marrant et c'est de la merde à faire. Désolé, hein, mais non, mais c'est vrai, c'est juste pas intéressant. T'as plus du tout. Parce qu'en fait, si t'as 5 questions, concrètement, tu vas réécrire. On en parlait justement avec John tout à l'heure. Ça va écrire où regarder où regarder le Tokyo Game Show par exemple, qui est en ce moment. À quelle heure regarder le Tokyo Game Show, comment regarder le Tokyo Game Show et quelles annonces attendre du Tokyo Game Show. Et ça a quoi nous désolé, mais on en fait qu'un article, on fait après les différentes annonces et un récap. Ouais. Mais c'est des trucs pertinents, on va dire. Ouais, et puis il faut pas accaparer l'espace Google quand tu réponds pas aux questions qui sont posées, quoi. Pour nous, en tout cas, non. Ouais. Parce que nous, on cherche pas de la vue. Faut qu'il y ait quand même un certain contenu dans l'article. Faut pas que ce soit juste où trouver le Tokyo Game Show. C'est là, point, quoi. Et surtout qu'au final, ça va être du copier-coller dans leurs articles, puisque quand tu as le où, en général, tu as aussi ça va te mettre la chaîne Twitch, j'en sais rien. Et après, ils vont te mettre ça se déroule de telle heure à telle heure. Donc en fait, tu as toutes les réponses dans un même article, sauf que eux le font en 4. D'accord. Et tu as toujours c'est presque du copier-coller. Et pour moi, c'est pas du boulot en fait. Farmer de pub. Et après, en vrai, je peux comprendre dans un sens, parce que encore une fois, le but c'est de générer de l'argent. Oui. Et après, à côté, t'en fais je sais pas quoi, mais tu génères de l'argent, tu payes des gens. Mais c'est pas beau. C'est juste ça, quoi. Pour MGG, qui est une structure avec un certain gabarit, est-ce que tu as parfois été approché, que ça vienne de la régie ou directement des éditeurs, par certains qui veulent mettre en avant plus un jeu qu'un autre ou un événement plus qu'un autre? Est-ce que ça se fait, ça? Tu parles de contenu sponsorisé, concrètement? Non, là c'est payé, c'est concret, c'est montré, c'est transparent. Ouais. Je veux dire, est-ce qu'il y en a qui essaient d'influencer un peu plus la ligne éditoriale? En fait, je sais pas. Après, nous on s'entend bien avec tous les PR. Donc en fait, on sait aussi leur dire non. Non, mais c'est vrai. Ouais. Après, bien sûr qu'un PR, même si maintenant avec toutes les histoires Blizzard, c'est un peu plus compliqué, mais par exemple un PR Blizzard, quand il y avait encore les Blizzard en France, on s'entendait très très bien avec. Mais quand il nous demandait un truc qui était qui était pas faisable ou encore une fois contre ce qu'on pense, on disait juste non. Après, je pense que c'est aussi son métier d'essayer de poser la question et essayer de mettre le jeu plus en avant, de le mettre en une plutôt que en deuxième ou troisième page ou suggestion, et ça me choque pas. Donc c'est un peu une sorte de commercial auquel on peut dire oui, non. Mais oui, voilà, c'est ça, il essaye et il a bien raison. Mais après, non, on n'est pas trop influencé par ça. Après, non, j'ai pas d'exemple en tout cas. Pas d'exemple. Okay. Qu'est-ce que tu penses actuellement de l'e-sport et aussi en général et de la carrière journalistique? Est-ce qu'il y a de l'avenir? Est-ce que les gens reviennent encore plus? Est-ce que ça se redirige vers le print? Parce qu'on voit des magazines qui recommencent à pop. L'équipe L'équipe, il y a même, je veux dire, localement, en Luxembourg, il y a Noob, qui est le magazine mental, le journal mental qui parle de sport. D'accord. Qui a sorti un magazine e-sport qui s'appelle Noob. Okay. Donc il y a des gens ça n'a aucun rapport avec la série et tout ça, Noob. Non, ça n'a aucun rapport avec la série. Non. Mais des magazines assez généralistes. D'accord. Et ça se trouve, on ne sait pas, peut-être qu'il y aura retour au print. Qu'est-ce que tu penses de l'évolution du côté journalistique et l'e-sport en général? Alors ça fait deux vastes questions. Ouais. L'e-sport... Alors, je fais un peu comme John là-dessus, je sais pas ce qu'il a dit. Ouais. Mais c'est vrai qu'à la base, moi, c'est pas du tout quelque chose. Encore une fois, je suis rentré chez Millennium parce que j'ai regardé de l'e-sport au final. Ouais. Alors, l'e-sport Hearthstone, il y a toujours des gens qui vont dire mais c'est pas de l'e-sport, c'est de la chance. Je suis de ces gens-là. Voilà. Donc, mais sache qu'il y a beaucoup de travail derrière tout ça et de notions de probabilité et tout ça qui font que. Je suis d'accord, mais c'est moins. Il n'y a pas de réflexe et tout, on est d'accord là-dessus. La chance fait que pour moi. Oui, t'as forcément. Non, attention, quand tu dis la chance, tu parles pas dans tout le jeu, c'est que tu penses qu'il y a des cartes qui sont tellement fortes que le comeback est vite arrivé avec ce coup de chance là. Oui, en fait, il y a ce côté-là et ce côté de ne pas tirer la carte que tout ton jeu est basé dessus parce que tu as quand même 30 cartes, donc tu as la probabilité sur ces 30 cartes de te dire je vais la piocher à tel moment. Et en fait, c'est un peu à dériver, mais moi j'ai jamais vu un gars gagner 2 champions Hearthstone d'affilée. Maintenant c'est faux. Mais après, mais en fait c'est un débat.
qui était plus vrai avant, justement, dans les premières années d'Hearthstone. Bah, typiquement, quand Pavel gagne le titre de champion du monde, en demi-finale, il doit se faire sortir tous les jours. Sauf qu'en fait, c'est vrai, là, c'est vraiment purement de la chance, parce qu'il y arrive 2 effets aléatoires. En gros, il y a de piocher tel sort qui, en plus, va faire tel effet aléatoire, en fait. Et donc, ça a été vraiment les planètes qui s'alignent. Et en fait, maintenant, le jeu, après, il donne une orientation un peu nouvelle. Il est concrètement beaucoup moins basé sur l'aléatoire qu'avant. Et en fait, il est beaucoup plus basé sur la gestion, le travail en fait et l'anticipation de ce que va faire l'autre. Alors, il y aura toujours la chance de la pioche, et ça, tu peux l'enlever dans aucun jeu de cartes. Oui, c'est clair. Ça, on est bien d'accord. Mais t'as moins de marge de chance en fait. Mais effectivement, alors, sur le truc de Pavel, Millennium là-dessus s'en sort. C'est vraiment c'est une intervention divine, hein, limite. Donc là-dessus, oui. Mais et donc du coup sur l'e-sport, moi je m'y intéressais absolument pas justement avant ça. Et comme je disais tout à l'heure, j'ai été le premier event qu'on m'a proposé de faire, c'était la Gamers Assembly donc 2017. Et j'avais jamais été justement à une LAN ou peut-être une à Thionville, parce que je suis de Thionville à la base. Peut-être une à Thionville vite fait où il y avait un petit tournoi Mario Kart, Street Fighter et tout ça. Et en fait, j'avais jamais vraiment vu ça m'avait jamais intéressé. Et là en fait j'ai vu justement l'équipe Millennium. Alors il y avait une équipe sur R6, des joueurs Hearthstone, des joueurs FIFA et tout ça. Et j'étais resté, je sais pas pourquoi, avec l'équipe Rainbow Six justement. Et là c'était vrai. Moi j'ai toujours été très sport collectif. J'en ai fait beaucoup et tout avant. Et là en fait j'ai vraiment ressenti la même niaque en fait. Il y avait un capitaine qui est devenu streamer maintenant et tout depuis, qui avait la grande gueule, qui vraiment, et il y avait en fait les mecs qui étaient donc les adversaires étaient genre la table à côté, enfin la tablée à côté, et ça s'insultait gentiment, enfin ça se chambrait vraiment. Trash talk, et c'était franchement à voir. Moi j'étais derrière les trucs et j'étais vraiment content de les voir, alors que genre 2 jours avant Rainbow Six, limite je connaissais pas quoi. Et il y a vraiment, en plus dans ce jeu là il y a un vrai aspect tactique qui fait que c'est vraiment intéressant à regarder même si on comprend pas tout. Et là justement j'ai vu cette énergie qui donnait. Et après voilà, c'était en plus Millennium, c'était les mecs à abattre, ça a toujours été la structure que personne n'aime au final, que tout le monde a détesté. Et moi je me retrouve beaucoup justement dans ce truc là. Tu préfères qu'il y ait cette ambiance de trash talk, de compétitivité, plutôt que le truc tout joli, tout gentil. Moi j'ai toujours été, j'ai fait quasiment 20 ans de volleyball donc à Thionville à l'époque, Thionville. Et honnêtement j'ai pas l'air, j'ai l'air tout gentil et tout, mais sur le terrain j'étais un connard concrètement. Non mais vraiment. Après ça fait partie du jeu, le tone. Ouais, c'est ça en fait. Ça s'appelle la hype. C'est ça en fait. Enfin, je suis pas du genre quand on met un beau point et tout, à juste me tourner, aller faire mon service. C'est vraiment. T'es là pour. Tu pop-off un peu. Ouais, t'es là pour rouler sur l'autre en fait. Désolé, mais moi c'est comme ça que je vois. Et quoi que je fasse en fait, même si c'est un jeu, si demain je joue contre une pote ou un pote ou sur FIFA, sur n'importe quoi, je veux gagner en fait. Et je suis un horrible perdant et un gagnant pas ouf. Tu rages? Alors je rage énormément. C'est pour ça que je joue plus trop justement à ça, parce que je sais que c'est au-delà de. Je vais passer ma vie à m'énerver en fait. Donc, et par contre, quand je gagne, je suis très chambreur en fait. Ok. Donc en fait, faut pas jouer avec moi. Concrètement. Mais après, c'est un trait des ambitieux et comme Michael Jordan, qui a le même trait. C'est une comparaison un peu. on est chaud aussi, ok. mais ouais, je me retrouvais beaucoup dans leur équipe parce que ils étaient là pour tout défoncer, quitte à être pas trop appréciés en fait, et c'est pas grave. Parce qu'une compète, t'es là pour gagner. Tu dirais que l'e-sport devient un peu trop gentil, un peu trop politiquement correct. Je pense que justement, on a dû faire des dossiers sur le trash talk et tout, mais il y en a beaucoup dans le versus fighting de manière générale. N'hésite pas sur les scènes de versus, limite comme un peu à la boxe actuellement, limite à se prendre un petit peu et presque à se secouer et effectivement comme à mal parler. Par exemple. Ouais, voilà. Et je trouve ça marrant, moi je trouve ça, c'est un peu l'arrivée du sport, enfin des notions du sport dans l'e-sport et tout, donc moi je trouve ça sympa, plutôt qu'effectivement tous les mecs qui arrivent sur scène et qui sont tout propres sur eux et qui ressortent de là, et pareil c'est un petit salut.
encore une fois, il faut être respectueux de l'adversaire et tout. Mais moi, ça me choque pas de voir un mec qui. Où ils ont leur sorte de faux personnes, ouais, c'est ça. de masques. Et en fait, il y a plein de fois où je me suis demandé, surtout justement sur les joueurs Hearthstone que tu as dû voir, ils ont énormément de. Ou énormément de self-control, ou alors. Je sais pas comment ils font. Parce que justement, quand t'as un truc avec un effet. Parce que quand il y a beaucoup d'argent en jeu et que t'as un effet aléatoire qui arrive en ta faveur et que ça te donne le titre par exemple. Ouais. Mais je serais comme un dingue en fait. Mais vraiment. Ça se trouve, ils sont calmes, mais ça explose. Mais comment tu fais en fait, mais je comprends pas. Honnêtement, je pense que c'est l'effet caméra. Tu peux pas exploser dans la caméra. Tu retournes dans l'ange en VIP, tu mets des coups dans les coussins. Mais tu devrais. Mais c'est trop. Mais là, ça montre la passion. Mais... Ouais. Ah oui, mais moi, pour moi, mais tous les jours. Après, ça dépend. C'est toujours pareil. C'est comment tu crées ton image, quoi. Et puis la peur. Les sponsors maintenant sont très frileux. Ouais, mais est-ce que tu, enfin, toi demain tu regardes un stream, est-ce que tu préfères regarder une équipe justement qui va gagner, qui va être toute solennelle, qui va serrer la main, qui va partir, ou des mecs qui vont être contents? Alors je dis pas d'aller insulter l'autre. Ah mais moi j'aime le trash talk. Hein. Mais c'est trop bien en fait. À regarder, c'est trop bien. Pour prendre un exemple. Moi, la victoire de OG à Dota, c'était parfait pour moi. C'était ils ont tous gagné, ils étaient tous ensemble. En fait, c'était pas genre on va serrer la main aux autres, etc. C'est fini. C'était on gagne, les autres on va pas serrer la main, on reste entre familles. Ils se rassemblent. T'as tous les mecs qui arrivent avec les caméras, les micros, c'est d'interviewer, leur dit non, cassez-vous, on célèbre d'abord. Ouais. C'était vraiment. Oui, voilà, mais là, je dirais que c'est un peu entre les deux. Mais après, en fait, exulter quand t'es en équipe, ça arrive plus souvent quand même, parce qu'effectivement, voilà. Mais sur Hearthstone, j'ai le souvenir de un mec une fois qui a pioché exactement la bonne suite de cartes qu'il lui fallait pour finir l'autre sur le dernier tour sur lequel il pouvait le tuer, tout ça. Et c'était un Espagnol. Et après, les Espagnols sont toujours un peu plus expressifs et tout ça. Et il s'est levé, c'était vraiment le mec, genre, il a limite hurlé. Transformé en Saiyan. Mais c'est trop bien. Ouais. Mais franchement, moi je serais sponsor. Je préfère 1000 fois sponsoriser un mec comme ça. Après, sans en étant sûr qu'il dérape pas. Oui, bien sûr. Mais après, exulter, ça veut pas dire qu'on est irréfléchi en fait. T'as le droit de. Moi, je pourrais pas en fait. C'est impossible parce que. Et de caractère, je peux pas penser qu'il y ait 95% des joueurs qui soient introvertis. Ça me paraît impossible. Donc ton prochain dossier sera sur le trash talk. Non, on a des gens qui s'occupent de. Alors moi, j'écris plus beaucoup en plus. Donc, t'es vraiment le Fabien que tu fais que flexer. Après, en fait, on a. Mais enfin. Parce qu'il y a beaucoup justement de trucs annexes parce qu'il y a de la gestion de RH, il y a on va dire des plannings à faire, je sais pas, les congés à gérer, les réunions avec les RH, les réunions de rédac et tout. Et en fait, écrire, des fois ça me manque aussi. Et c'est pour ça que des fois on prend des tests des jeux qui nous plaisent par exemple, et qui plaisent pas spécialement aux autres, hein, bien sûr, mais on les prend juste pour réécrire en fait. Ou sur un jeu qu'on aime bien, on prend le temps de. Mais c'est vrai qu'on n'écrit quasi plus. T'es redevenu manager. Ouais, non mais c'est ça, mais tout à fait. Mais dans un domaine ça pour redevenir manager. Oui, mais après, dans la grande industrie de contenu maintenant. Mais c'est dans un milieu, ça a tellement rien à voir. Relax. Ouais. Après, encore une fois, hein, c'est pas les vacances. Oui. Mais oui, bien sûr, ça. Et puis, je préfère le management. Donc c'est plus simple pour toi. Oui. Et le management, moi j'adore en fait, vraiment manager parce que juste écrire, ok, c'est intéressant. Mais encore une fois, moi j'ai envie à chaque fois de plus. Et du coup, là, il y a des objectifs qui sont en train de se réaliser et tout ça, et donc c'est très cool, quoi. J'ai remarqué, à part versus fighting et trash talk, tu dis pas beaucoup de mots, tu fais pas beaucoup d'anglicismes. Non, c'est une volonté personnelle. Non, parce que je suis un vieux et du coup. Il a quand même dit map, les trucs de base, map, etc. Ouais, non, j'essaie de. Tu essayes vraiment de. J'essaye de pas trop, après, mais je suis aussi pas de la génération. Enfin, je suis pas de la génération. Réseaux sociaux à gogo, je suis pas dans le truc là. Je suis bientôt à 40 balais, mine de rien. C'est vrai que ça se voit pas, donc. Ouais. Mais du coup, je suis pas là-dedans en fait. C'est pas du tout. Je sais pas, pour moi, ça va avec la génération justement des réseaux sociaux et tout ça. D'accord. Et en fait, après, on est obligé de faire un peu gaffe à comment on parle. Gaffe à comment on parle, c'est horrible d'être dans l'absolu, hein, comme phrase. C'est horrible, mais on s'est compris. Et sinon sur l'e-sport, alors qu'est-ce que j'en pense? En fait, je m'y suis fait parce que Millennium c'était l'image de l'e-sport et tout ça. Maintenant, on n'a plus les équipes e-sport, donc forcément on en est un peu plus détaché, même si on fait toujours un très gros suivi sur League of Legends. Les autres, en fait, ce qui est un peu malheureux, c'est que des fois on doit faire des choix selon aussi les budgets. Avec le Covid, les budgets ont pris une claque fatalement. Et il faut choisir entre du SEO,
le truc, c'est que l'e-sport ne génère pas de vues concrètement, donc je ne génère pas d'argent. En tout cas, à l'écrit. Ouais, voilà, à l'écrit, en niveau vidéo et tout, des récaps vidéo, des reportages, c'est très cool. Et ça donne une vraie valeur ajoutée. Mais à l'écrit, ça sert à rien en fait. Ouais. Alors c'est cool pour nous, et on a des fans d'e-sport donc ils sont très contents de le faire, de regarder, de résumer un match et tout ça, de retranscrire le match dans un article, et souvent c'est très bien fait. Mais dans l'absolu de l'absolu, l'e-sport ne génère pas de vues. Et après, par contre, tu génères de l'argent différemment avec ça, avec tes partenaires, avec typiquement, nous encore nos collègues juste à côté, ils s'occupent de la LFL, la Ligue française de League of Legends, et c'est beaucoup d'anciens de chez nous qui y sont. Et là, en fait, ça génère de l'argent parce que tu as des sponsors, pas trop faire de pub, désolé, mais t'as KitKat, t'as Red Bull, t'as Mastercard, par exemple, t'as CIC, je crois aussi. Et là, là t'as de l'argent. Et là, c'est le boulot des commerciaux d'aller dire, sur la compétition où il y a 40 matchs à l'année, par exemple, on va mettre vos marques en avant à chaque fois qu'il y a un truc en plateau, à chaque fois qu'il y a une page de pub, à chaque fois. Même Riot a développé sur leur carte sur League of Legends, il y a des petites bannières en fait partout. Et sur le jeu, en fait, c'est des bannières super standards. Ah oui, de la pub, mais en compétition, t'as des bannières KitKat, par exemple, dans le jeu. Et ça vaut... là, au Worlds, par exemple, ça va être des bannières... je crois que les sponsors, il y a BMW, trucs comme ça. Ils ont squeezé quand même les autres structures. Hein. Ils vont dire droit au but. Ils ont bien raison. Oui, ils ont bien raison. Mais alors, est-ce que c'était déjà pensé au départ, quand ils ont créé la map? Honnêtement, j'en sais rien. Mais ça s'est fait depuis 2-3 ans, je crois, qu'on commence à en parler. C'est quoi? Tu fais ton tournoi, tu mets un overlay là-dessus et tu mets ta propre pub. Mais non, franchement, là-dessus, ils ont été très très forts. Ouais. Et ça me fait un peu mal de le dire, mais l'e-sport Riot est devenu vraiment supérieur à l'e-sport Blizzard. Ouais. Moi, j'étais vraiment, encore une fois, Team Blizzard à la base. L'Overwatch League, c'était super prometteur. Et au final, le format était cool, les matchs... Après, le jeu est un peu brouillon, ça c'est un autre problème, on va dire. Ouais, nous sommes KO. Mais c'était un peu nouveau. Et moi, j'aime beaucoup les ligues fermées, typiquement NBA et tout ça, j'aime beaucoup. Je ne veux pas que ça soit une mauvaise chose. Mais après, là, ils se sont un peu plantés. Le Covid n'a pas aidé non plus. Et là, Riot, c'est vrai, a très bien réussi le virage Covid, justement, a très bien réussi à mettre en avant ses compètes, même en online, pardon. Et là-dessus, ils ont été très très bons. Il n'y a aucun souci. Et Blizzard, après, avec les histoires de maintenant... Et Riot s'ouvre à d'autres perspectives aussi. Ils vont commencer du jeu de combat bientôt. Ah ouais, ils ont commencé. Il y a eu de l'auto-battler avec TFT. Il y a eu le jeu de cartes avec le Legend of Runeterra. Il y a eu... il y a donc un jeu de combat qui arrive dans... Projet L. Ouais, je sais pas combien de temps. Non, on sait pas. T'inquiète, on sait pas. Non, mais ça va, je sais pas, dans 2-3 ans, j'imagine. Plus tôt quand même. Ouais. Il y a déjà des on a vu quelques images. Ouais, mais après, tu sais, genre Diablo 4, on l'a déjà vu il y a 2 ans et il est toujours pas là. Hein. Diablo Immortal, on attend aussi. Oui, aussi, voilà. J'ai joué à la bêta cette année pendant 3 semaines. Le jeu, il est bien. De Immortal. Sur téléphone, il est trop bien. Ok. Mais pour moi, honnêtement, il pourrait le sortir presque demain, tu vois. Ouais. Mais on a toujours pas de news. Je sais pas ce qu'ils font. Je pense que. Non. Ils ont eu quand même le sacré Kuba là, Kuba. Oui, après. Donc je pense qu'ils vont attendre que la vague passe, histoire de dire on est là, regardez nos jeux. Il vaut mieux, ouais. Mais et sinon, ouais, pour Riot, il y a aussi un MMO prévu dans. Alors là, le MMO, c'est dans 5-6 ans, peut-être, impossible à dire. Et ils ont aussi, je crois que c'est le 7 novembre, il y a eu l'annonce il y a pas longtemps, la série Arcane. Donc une série animée. Sur Netflix. Sur Netflix, donc ça va être un truc. Enfin, pour eux, en tout cas, justement, j'ai eu encore une fois la PR au téléphone. Et moi, je lui disais, bon, ça va, c'est une série, on se détend. Mais pour eux, Riot US, c'est vraiment un truc genre énormissime parce que c'est vraiment on arrive dans un autre milieu que le jeu vidéo en fait. Ça. Ok. Et pour moi, en fait, c'est cool. Ah ouais, et ils commencent vraiment à... c'est ça, ils utilisent vraiment leur toile. Et après, ce qui est un peu gênant pour eux, c'est que TFT, au final, ça n'a pas trop marché. Au final, l'auto-battler de Hearthstone est beaucoup plus populaire. Battleground. Legends of Runeterra a un peu fait un flop aussi. Et les gens restent sur Hearthstone. Après, il faut leur jeu de combat, s'il est bien, ça pourra peut-être redistribuer les cartes. Mais le MMO, j'ai du mal à y croire parce que le MMO, c'est vieillissant, quoi. Ça me fait, encore une fois, ça me fait mal de le dire parce que je suis un enfant de World of Warcraft, mais les MMO, si même moi j'y joue quasi plus,
c'est quand même que c'est moche, quoi. Voilà. Non, je rigole. Non, mais c'est et après ils vont avoir effectivement ils vont avoir un catalogue de jeux énorme qui vont attirer forcément. Il y a Valorant aussi. Oui, il y a Valorant. C'est vrai. Après, qui Valorant, marche bien, ça marche pas mal. Et après, de toute façon, c'est leur truc. Ils ont des bons circuits compétitifs en fait. Et ils sont très bons là-dessus. Ils ont aussi un peu de monnaie à injecter dedans, bien sûr. Mais après, c'est difficile à dire en fait. Des fois, CS, on nous annonce que ça revient un peu sur CS. Des fois, on nous dit, bah en fait, CS est de nouveau largement au-dessus. De toute façon, les chiffres des éditeurs, on les a jamais en fait. Parce qu'à part quand ils en sont super fiers, ils viennent nous dire, on a créé, il y a tant de comptes créés, machin et tout ça. Mais sinon, c'est quasi impossible à savoir. Là, il y a toujours l'histoire de Final Fantasy XIV est devant WoW en ce moment, mais on n'en sait rien. Ouais. Donc c'est selon les... on s'accroche à des stats un peu étranges comme le Twitch, des trucs comme ça. Ouais, voilà, c'est ça. Après, tu as toujours des outils qui permettent de te dire, voilà, il y a tant et tant de joueurs à l'instant T sur tel jeu. Mais et si demain il y a une grosse mise à jour WoW qui intéresse tout le monde, les gens reviennent sur. En fait, le truc, c'est que la population maintenant est tellement volatile que les gens, dès qu'il y a un truc, ils y vont. Et alors qu'à l'époque, effectivement, quand il y avait que WoW, bon bah il y avait que ça, ou des fois un MMO coréen, on y jouait et puis on comprenait en 3 semaines qu'on n'avait pas envie de passer notre vie dessus, donc on revenait sur WoW. Mais ouais, donc non, Riot après niveau e-sport là-dessus, vraiment ils font un super taf. Et de son côté, bah justement, Valve donc sur CS. Valve fait son circuit et donne beaucoup d'argent, mais Valve ils sont inexistants niveau communication en fait. Exact. Parce qu'ils sont très constants. Oui, voilà, après ils n'ont pas besoin. Leur public restera là. Mais dis-toi que c'est le dernier jeu qu'ils ont sorti, enfin vrai jeu entre guillemets, c'était comment il s'appelle, Half-Life Alyx. Alyx, ouais. Donc en VR et tout, donc il était quand même vachement attendu et au final il est très bien. Oui. Mais en fait, pour avoir juste quelqu'un de chez Valve en fait, alors qu'on n'est pas, même jeuxvideo.com en fait, a galéré parce qu'en fait on ne savait pas qui joindre, parce que tout le monde, enfin là-bas tout le monde s'en fout de la com en fait. Et je trouve ça hallucinant. Et au moins qu'il y ait quelqu'un pour répondre aux mails quoi. J'imagine que ça doit être un peu la même chose avec Rockstar, non? Ah bah Rockstar, zéro nouvelle. Hein. Ils s'en foutent aussi. De toute façon ça va cartonner. Oui, non mais oui, ils ont pas besoin. Ouais. Mais dans l'absolu, Nintendo. Eux c'est autre chose. Eux ils ne veulent pas. Ils veulent pas et ils sont. Mais encore une fois, ils ont raison. Ils savent qu'ils pourraient sortir le 8e remaster de Mario Kart. Que les gens achèteraient. Donc ils veulent même pas être associés aux gamers. Hein. Oui, c'est ça, oui. Encore une fois, est-ce qu'ils ont raison? Mais c'est frustrant des fois de bosser avec des gens qui te bypassent complètement. En fait. Ça, c'est. Mais ouais, niveau e-sport, j'avoue que même moi, je commence à prendre goût des fois, mais c'est plus pour le storytelling en fait, par exemple de League of Legends, parce qu'il y a tel joueur qui est parti après tel mercato. Genre là, c'était Reckless. C'était Reckless qui est parti. Oui. En fait, ouais, moi c'est ça. Je me dis en fait, telle équipe va avoir les boules parce qu'ils participent pas aux Worlds, alors que ils ont transféré le meilleur joueur de l'autre équipe. Et en fait, moi je le vis plus à travers ça. Après les games, je les regarde plus pour le boulot, pour savoir ce qui s'est passé, et que les collègues, quand on en parle, je passe pas trop pour un inculte. Mais c'est la gestion IRL qui t'intéresse. D'accord. Ouais, c'est ça, ouais. C'est plus ça. Après le jeu en lui-même. Bon ça effectivement, je suis pas technique sur le jeu du tout, donc je comprends ce que les casters disent, je comprends ce qui se passe, mais c'est pas une fin en soi. Je préfère voir ce qui se passe autour en fait. Ouais, le mercato c'est marrant, comme en fait le mercato au foot c'est presque ce qui m'intéresse plus que la saison, parce que la saison au final c'est 38 matchs, c'est chiant, la plupart du temps c'est chiant. C'est l'industrie de l'e-sport qui te plaît. Ouais, voilà, c'est plus ça, ouais, carrément. Et voilà. Et l'autre question c'était par rapport au journalisme. Je pense qu'il y a de l'avenir dedans. Est-ce que ça va renier sur le print? Comment ça va se comporter? Alors honnêtement, j'en ai pas la moindre idée. En fait, moi du coup, je connaissais pas donc Noob. Je connais que Paul Arrivé, toi, dans le canal, donc journaliste e-sport l'équipe, et qui est un des seuls vraiment purs journalistes e-sport. Ce qui est écrit sur son contrat, j'imagine, qui est payé pour ça en France. Oui. Au pire, il y a peut-être des pigistes dans les autres rédacs et tout. Mais en fait, il y a de plus en plus, même dans le gaming global, il y a quelques années, ça n'existait pas. Genre, je sais pas, Libération, Le Figaro et tout, qui viennent aussi prendre des slots sur les press tours, les choses comme ça. Alors que moi, je pensais pas voir quelqu'un de Libération à l'avant-première de Diablo, par exemple. C'est clair. Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils font là, quoi. Et après, c'est une personne qui est des fois passionnée. Enfin, des fois, elle n'y connaît rien, clairement. Et ils sont là parce que ça reste un blockbuster et il faut qu'ils soient là.
Mais des fois, effectivement, ils recrutent quelqu'un qui s'y connaît vraiment en jeux vidéo. Mais j'ai du mal à croire que ça puisse vraiment générer de la hype, entre guillemets, sur papier. En fait, à part si tu as un nom vraiment dans l'e-sport, d'autant plus que les audiences, les lecteurs n'achètent pas, et alors que le papier a des coûts importants. Oui, en donc plus. Il faut que les gens achètent. Alors c'est moche des fois pour Paul Arrivé justement, parce que moi je consulte beaucoup sur l'application mobile de l'équipe, et quand il écrit des trucs, c'est souvent dans les commentaires il y a mais qu'est-ce que viennent, parce que les gens qui lisent l'équipe c'est beaucoup des 30 ans plus, on va dire 25 ans plus. Et c'est beaucoup de gens, ou même quand ils ont 50 ans et plus, qui se disent mais qu'est-ce que vient faire l'e-sport là, c'est pas un vrai sport, c'est pas machin. Et lui il se débat comme il peut avec mes... Et après il y a même plus besoin de débattre en fait avec les gens qui de toute façon pensent ça. Je dis pas du tout que c'est que ça, j'ai pas tout le discours du genre ça doit absolument aller au JO. J'ai pas d'avis là-dessus parce que si ça y va, est-ce que ça a plus de place, enfin plus de légitimité que le skate ou que la danse classique, j'en sais rien, mais je me dis qu'il y a une performance physique mais de concentration qui fait que c'est vraiment difficile, il y a beaucoup d'entraînement et tout ça, ça oui, mais tout comme la concentration, t'en as pour les échecs par exemple. Et pourquoi pour moi, cette question, en fait, je crois que ce que les gens veulent vraiment dire, c'est pas que le jeu vidéo soit au JO, c'est que le jeu vidéo ait cette notoriété. Parce qu'on n'est pas obligé de se greffer au JO. Ah oui, non, mais bien sûr. Oui, mais après parce que là, le débat existe, parce que je dis, ouais, mais le JO, c'est le sport IRL. Mais on n'est pas obligé de se greffer au JO. Ce que les gens veulent, c'est qu'il y ait une compétition à l'échelle mondiale où les pays sont représentés. On peut faire les IJO, on s'en fout. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais il y aurait plus de débat. Ce qui deviendra compliqué aussi, c'est que si on met les éditeurs vont prendre le truc. Aussi, mais si tu mets les jeux vidéo au même point que le sport et les JO, tu pourras plus dire que c'est la faute des jeux vidéo que les enfants ratent l'école, les trucs comme ça, tu vois, ça prendra trop d'importance. Mais de toute façon, et après j'imagine qu'il y a toujours les lobbies dans l'autre sens qui vont te dire mais c'est inadmissible et en fait c'est vraiment un truc je pense que ça se fera au fur et à mesure. Après moi je milite absolument pas pour ça. De toute façon, vu comment ça évolue, il y aurait une structure parallèle. Si c'est pas les JO, ça sera autre voilà. chose. Mais après ça représente. Pareil, le coût d'organisation, moi je me dis autant se greffer aux JO déjà normaux parce que niveau infrastructure et tout, autant y être là-bas tout de suite. Parce qu'après, refaire encore une fois, venir, je suis pas du tout spécialement dans l'écologie et tout ça. Je me dis, après tu refais encore X milliards de voyages en avion et tout ça. Avec le rollback, l'évolution du live, on pourra faire des gaming house dans chaque pays où les gars sont assis et puis ils jouent à une bonne connexion à distance. Oui, mais ça rime à rien. Si t'es pas en face de l'autre, non. Moi je trouve. Si t'es pas sur place justement à pouvoir exulter devant l'autre, ça perd de la saveur, non? Je sais pas, ça permet en tout cas que chaque pays puisse être représenté. Oui, ça oui, bien sûr. Mais puis ça simplifie aussi toute la problématique Covid, visa et compagnie. Et tu mets en avant tous les acteurs, c'est-à-dire qu'il y a toutes les assos qui vont faire la partie du road local, toutes les villes, par exemple Thionville, Metz, Nancy, ça fait Grand Est, Montpellier, Toulouse pour le sud, qui vont faire des tournois pour constituer l'équipe française. Oui, carrément. Donc toutes ces structures là vont manger dans ce qui va se passer. C'est pas juste un truc, hop là. Mais on en parlait même, je sais plus l'autre fois avec un collègue, on disait pourquoi est-ce qu'ils font pas une Coupe du Monde de LoL par exemple? Qui mettrait les meilleurs. Alors on se ferait éclater par les Coréens, par les Chinois, mais bien sûr. Mais malgré tout, les Français on n'est pas dégueux. Et mais ça pourrait être cool. Et moi, honnêtement, je sais pas pourquoi. Et ça existe dans le jeu de combat. Ça existe. Et il y a sûrement une raison très très simple qui répond à ça. Mais je sais pas perso. Et j'ai jamais demandé à Riot. Après, je pense que c'est comme la NBA. Ils se disent, on a notre secteur là-bas qui est déjà assez profitable. Ils ont déjà les Worlds avec leurs équipes. Et en plus, les équipes, ils doivent sûrement payer des slots, etc. Donc, bien sûr. Ils peuvent pas se dire, là, on va faire un deuxième tournoi avec un pays. Et du coup, ça veut dire que certains joueurs pourront pas jouer au World. Donc, il y aura pas la. Là, clairement, après, en plus, niveau calendrier, effectivement, ça serait super compliqué. Ça, c'est sûr aussi. Mais dans l'absolu, ça pourrait être un truc faisable. Parce qu'après, tu peux raccourcir les saisons. Pas la saison régulière qu'il y a en LEC ou en LFL et tout ça, c'est faisable. J'imagine. Mais l'idée, moi, me choquerait pas, par exemple. Il y a bien une Coupe du Monde Overwatch. Et franchement, aller voir sur BlizzCon, c'était trop bien. Parce qu'il y avait les espèces de colisées là où ils jouaient. Quand il y avait des matchs de la France, c'était genre un France-Corée qui est la meilleure équipe.
Et c'était rempli, il y avait 5000 personnes et tout. Et c'était excellent à regarder, c'était excellent. Et je me dis, j'imagine que sur LoL ça va être pareil, ou sur Dota, ou peu importe. Bah, sur les jeux de combat, il y a une coupe du monde. Voilà. En plus, c'est le même événement et tous les jeux, beaucoup de jeux qui passent. Mais ça reste plus niche. Ouais, ça reste beaucoup plus niche. Sur Dota, ils ont bien compris le truc. Les coupes du monde de Dota, ça se passe sur 2 semaines, mais 2 semaines locked-in, c'est-à-dire que tu as les qualifications avant et les 2 semaines se passent à Seattle dans un stade géant. Mais c'est bien. Et les équipes s'affrontent et tout le monde en a un pour son bif. Mais c'est trop bien, carrément. Et comme ça, tu squattes pas tout le monde pendant 2 mois à faire des groupes et machin et tout ça. C'est très bien, pourquoi pas. Et effectivement, après, même si les joueurs sont fatigués à la sortie de ça, malgré tout, je pense que c'est pas la même fatigue qu'un basketteur qui demain va te faire 3 matchs sur 3 jours. C'est ok si la concentration, ton cerveau est fatigué, soit, mais entre les grosses tournois comme ça, surtout dans les jeux comme Dota, des jeux à équipe, c'est des tournois bien espacés, genre tous les 2 ou 3 mois, donc t'as vraiment le temps de récupérer, oui, en plus, repréparer et retaffer le jeu jusqu'à... Ouais, carrément, ouais. Donc, mais ouais, j'ai du mal à croire que ça puisse... Ça sera peut-être un petit ajout sympa, mais... Et je me plante totalement, hein. C'est pas du tout... mon corps de métier, dans 10 ans, quand ce sera le cas, je reviendrai dire bon, bah écoute, Jérémy. Avec plaisir. Mais ouais, du coup, j'ai du mal à y croire. Pourquoi pas. Mais en fait, là, maintenant que le e-sport est quand même plus hype et tout, j'ai du mal à croire qu'il y ait que l'équipe qui se soit dit il y a un filon là à récupérer. Je me dis que tous les autres journaux se seraient dit on va aussi prendre un spécialiste e-sport. Genre tous quoi, genre Libé, genre enfin je dis que Libé mais je sais pas, l'Est républicain, j'en sais rien. Républicain Lorrain. Les républicains Lorrain aussi, mais voilà. Il y a quelqu'un au Répu qui fait de l'e-sport. Ça veut dire quoi? On arrive. Okay, d'accord, ouais, voilà. Après, et même e-sport et gaming, c'est encore différent. Tu vois. Oui. Est-ce que c'est un mec que t'envoies au press tour pour te mettre bien avec les éditeurs ou pas? Est-ce que la réception de l'e-sport en print... Moi j'ai vraiment la presse print est vieillissante. Le print, c'est le Facebook de la mamie ou du papy qui sait que le facteur a changé de moto. Il n'y a pas de... Voilà. Après, il y a les articles, quand on relaie, ça vient de la... Enfin, c'est même plus haut, du big, il y a des choses comme ça. Mais les articles qui intéressent, c'est l'investigation politique, c'est les choses qui se passent dans les mairies. La même chose que tu disais dans l'industrie du sport, au niveau politique. On sait que le maire a fait ci, a fait ça, ou on dit il y a une nouvelle entreprise qui a ouvert. Voilà, le boulanger du coin, il a changé, il est plus là. C'est le local, quoi. C'est la vie, c'est le Facebook local. Mais de toute façon, malgré tout, l'e-sport, c'est une niche aussi, fatalement. Voilà, c'est pas encore... ça fait pas encore partie de l'écosystème quotidien pour que les quotidiens... Clairement pas. En parlant. Puisque de toute façon, à chaque fois qu'il y a une grosse manif qui marche bien et tout, c'est toujours... en fait, c'est limite tellement niche que ça mérite à chaque fois un petit reportage sur TF1 ou sur machin. Quand il y a le truc de le The Event, par exemple, Zerator et tout. En fait, si c'était tant dans les mentalités que ça, tant ancré dans les mentalités que ça vaudrait même pas un reportage. C'est con, mais c'est... Ça serait annoncé un peu comme quand on annonce les trucs de c'est foot, ça. Bon, bah, ça s'est passé ça, ils ont récolté 5 millions. La petite ligne en bas qui passe. Comme d'hab, quoi. Mais ouais, carrément. Et pour moi, c'est révélateur de ça, ouais. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui aimerait se lancer dans le... de ne pas faire du tout ma trajectoire. Non, dans la rédac du coup, ou dans l'e-sport. Alors l'e-sport, je pourrais pas. Non, dans la rédac, le côté rédac. De s'y lancer tôt déjà. De s'y lancer tôt. Alors, est-ce que faire une école de journalisme c'est vraiment nécessaire? On en a quelques-uns qui sortent de là, effectivement. Ne serait-ce que pour la façon de travailler, enfin pour on va dire la rigueur de manière générale, c'est appréciable. Mais justement, des fois, ils ont trop la rigueur scolaire. Et ils ont du mal à sortir justement de ce genre de truc-là, où on peut un peu plus, en tout cas dans le gaming, se lâcher et donner vraiment notre avis, parce que c'est pas des sujets sur la famille en Afrique, hein, c'est des sujets légers. Tu peux te lâcher. À part s'il y a vraiment faut même que tu donnes une âme. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Après, pas tout ce que tu écris, mais quand il y a un édito sympa, autant le faire et se lancer dedans. Mais donc oui, j'imagine que ça pour avoir les bons réflexes d'écriture. Et après, nous on aime bien justement, et ça a été pas mal le cas d'avoir des stagiaires. Alors c'est pas du tout, chaque fois qu'on cherche un stagiaire, c'est oui mais c'est de l'esclavage, c'est pas du tout.
Mais je sais honnêtement. La comparaison est assez grave déjà. Oui, non mais c'est très moche parce que sans nous faire vue, ils sont déjà mieux payés que dans la plupart des stages normaux. Et c'est du gaming quoi. Enfin à un moment, c'est quand même plus cool qu'un stage dans plein d'autres boîtes, j'imagine. Qu'aurait pu, pardon. Oula. Merci d'avoir été avec nous. Nous, on embauche dans la partie gaming, j'aurais pu. Mais non, et vraiment, pour redevenir sérieux, on a plein de stagiaires, plein d'exemples de stagiaires qui ont été conservés après chez nous. Sur les, je sais pas, 3-4 dernières années, il y en a en tout 4 ou 5 qui sont restés en CD, alors, ou chez nous, ou dans une structure partenaire. Une BU à côté et tout ça. Et c'est quand même pas rien, parce que encore une fois, c'est un CDI dans le gaming et en France, on n'est pas des masses. Et ouais, c'est de commencer par ça et de pas hésiter à démarcher. On a aussi des gens qui nous disent j'ai même pas osé postuler chez vous parce que... Alors en fait, c'est soit on nous déteste, soit on déteste Millennium parce que pour le passif e-sport, c'était des cons arrogants. Soit... vu comme ça en tout cas. Oui. Et soit c'est trop bien Millennium et tout, j'y vais souvent pour tel jeu et machin tout ça, pour Voguy et tout, c'est trop bien. Et en fait, c'est vraiment, il n'y a pas d'entre-deux quoi. Enfin, la plupart du temps, ou soit on ne connaît pas parce que les gens ne sont pas dans le gaming. Mais et c'est arrivé encore il y a quelques jours, on a eu une stagiaire en entretien. Et en fait, elle nous disait, moi mon père a joué à WoW et il était tout le temps sur Millennium et tout pour ça. Et elle me dit, j'avais peur de postuler parce que j'avais peur d'avoir un refus. Alors en fait, elle est très bien, enfin, cette jeune fille et tout. Et elle est très intéressante et on va sûrement la prendre en stage. Mais il y a des gens qui sont impressionnés par le truc. Et il faut juste pas, et si demain c'est pareil, j'imagine, avec je sais pas, avec l'équipe, en fait, il faut juste tenter le truc en fait. Faut juste tenter sa chance. Au pire, on a un nom. Mais ça, c'est une philosophie que... En général. Ouais, voilà, c'est ça. Alors, je suis très mal placé pour le dire parce que j'ai eu tout s'est bien goupillé pour moi, j'ai eu du bol d'arriver là. Et t'as osé aussi. Ouais, voilà, à un moment, je me suis lancé, je me dis, et si ça marche pas, je ferai autre chose. J'aurai de nouveau un métier normal. Un métier normal. C'est vraiment comme ça que je le vois, c'est ça. Et c'est vrai que malgré tout, je suis un peu un angoissé de la vie. Et je me dis toujours, le jour où, parce qu'à un moment ça s'arrêtera, parce qu'il y a X ou Y. Ouais, voilà, dans 30 ans, si le site existe, tant mieux, mais je sais que j'y serai plus, ça n'arrive plus ça. Et je me dis, quand est-ce que je vais devoir revenir justement à un boulot normal, ou est-ce que avec l'expérience que j'ai pris et tout, est-ce que je pourrais toujours être dans l'écosystème là, être payé pour et gagner ma vie correctement et tout, pour faire, je sais, le même boulot. Ça me paraît compliqué parce qu'il n'y a pas 15 000 rédacs en France, mais un truc dans le milieu là en fait. Et ça, c'est une question que je me pose mine de rien régulièrement, parce que c'est aussi un peu une peur quoi. Donc c'est pour ça que là, j'essaye de faire le plus possible pour avoir le plus possible de cordes à mon arc. Et parce que Webedia a justement la possibilité d'avoir accès à justement de l'international, et à beaucoup de... Juste en parlant avec n'importe quoi, les collègues de chez JVC ou les gens dans les autres services, on se dit peut-être que ça pourrait me plaire, peut-être qu'un jour justement si ça se passe pas bien, ou je pourrais aller voir là aussi parce que c'est un boulot qui pourrait me plaire. Et aussi voilà, se faire un nom. Et c'est pour ça que bosser bien, forcément les gens le savent un jour en fait. Ouais, c'est ça, c'est aussi simple que ça pour moi. Donc ça va être très classique, mais c'est juste bosser dur en fait. Bosser dur et pas se fermer de porte d'avance. Et pas essayer de prendre de raccourcis. Non, même si j'imagine que ça marche. Ouais, faut oser. Mais c'est ça en fait. C'est ça, on sait aussi que bien sûr qu'il y a et dans tous les métiers, il y a du piston, il y a du copinage, et bien sûr que oui, mais la voie la plus sûre, ça reste de bosser quoi. D'accord. Donc voilà. Vous venez, vous êtes pote avec Jérémy, et quand lui il passe rédac en chef, vous passez rédac en chef adjoint. C'est comme ça, il y a un roulement. Il faut s'accrocher au parachute et monter avec. Mon cas est très spécifique pour le coup, mais oui. En tout cas, merci à toi d'avoir répondu à toutes ces questions. Donc, c'était EasyDW en direct de Longwy Game Show. Je suis avec JQQ, JWQ, JQ Square et Chaz. Et bien sûr, notre invité spécial d'aujourd'hui, c'est Jérémy, rédacteur en chef adjoint chez MGG. Tout à fait. Parfait. Parfait. Nice. Merci à tous. Bonne journée. Bonne journée.